Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Deep Talk. Je sais pas du tout quand cette vidéo va sortir, mais je pense que ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo, donc déjà, I am sorry. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pour moi est le sujet le plus compliqué, je pense. C'est le sujet que j'avais le plus envie d'aborder, mais en même temps celui que je redoutais le plus. Et pour ça, j'ai choisi une invitée de taille. On va parler de troubles du comportement alimentaire, d'anorexie, de boulimie. Et pour moi, c'était important de montrer que c'est pas une cause ou une raison, qu'il y a plusieurs manières de le vivre, mais que c'est pas non plus une condamnation, puisque moi, quand je suis tombée dedans, on me disait tout le temps que c'est une maladie dont on ne guérit pas. Et aujourd'hui, nous sommes 2 preuves vivantes qu'on peut guérir de cette maladie. Donc voilà. Et sans plus tarder, du coup, je vous présente Léa. J'ai 27 ans. Et comment on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés à l'église. Quand même, remettons les choses dans le contexte. Oui, on Parce s'est perdu que- de vue quand même. Oui, et surtout, comme t'as 3 ans et demi, 4 ans de moins que moi, Ouais. bah, moi, à l'église, je me souviens plus de tes sœurs que de toi. Ah. Bah ouais, Sympa. parce que j'ai plus le même âge que ça. Oui, non, mais oui. Oui. Non, en vrai, moi, c'est vrai que ouais, on était dans la même église. On a grandi à peu près dans la même église. Ouais, mais on a- au moment où moi, j'étais plus grande, toi, t'as commencé à partir, non? Enfin, c'est là où t'étais. Moi, j'ai fui l'église. Ouais. Et après, on s'est retrouvés, On s'est retrouvés encore à l'église. franchement. Donc, si c'est pas Dieu, je sais pas en fait. Ouais, vraiment. Alors que on se croisait quand même de temps Ouais. en temps et tout, mais on n'était pas plus amis que ça. Ouais, mais du coup, c'est bien qu'on n'ait pas été plus amis que ça parce que du coup, on est vraiment sœurs. Je pense qu'on se voyait de loin parce qu'on Ouais. se suivait un peu sur les réseaux, Ouais. mais on n'était pas proches. Donc, du coup, Non, on n'a du pas tout. ce. Ouais. Et pour moi, on s'est vraiment découvert là quand on s'est retrouvés, du coup. Ouais, carrément. Donc voilà. Mais est-ce que tu me jugeais quand tu me. Oui. Ok. Oui. Je vais pas mentir. Ok. Mais tu me jugeais comment? Mais c'est intéressant. Ouais. Euh, Non, mais c'est quoi la vision que tu avais de moi en vrai? ben, la vision qu'il y avait sur les réseaux, Jenny. Non, mais c'est-à-dire du coup. Mais tu peux développer. Je vais développer, oui, Ouais, t'inquiète. développe. Bah, en vrai, je te voyais comme quelqu'un de très hautain, Ok. très fermé. Ah ouais, même sur les Ouais, réseaux? non, mais si. Ok. Bah, après, ouais, bah, je pense que quand on se croisait, je me rappelle, je t'avais croisé une fois à une de tes épreuves et tout. Eh, t'es passé devant tout le monde, t'as regardé personne avec ton gros manteau en fourrure, t'es allé fumer et tout. Et je me suis dit, mais Jenny! Mais ouais, je te voyais un peu comme quelqu'un d'hautaine et froide et fermé. Et ben, j'avais quand même eu une vision de toi assez personnelle, finalement. Parce que je te voyais un peu dénudée sur les réseaux. Et ça m'étonnait un peu quand même, parce que bah, je t'ai connue à l'église, quoi. Ouais, c'est vrai. Et bah, Tu t'es sinon, dit, qu'est-ce qui s'est passé? je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est Elle est osé. à l'aise, hein? Si je me Elle suis est- dit, c'est osé. C'est osé, après, bon, c'était pas non plus. Voilà, enfin, c'était pas mon sujet de conversation quotidien, quoi. Donc, Ouais, non, mais oui. c'était pas un jugement très approfondi, mais c'était un jugement de que les gens peuvent avoir en voyant une personne sur les réseaux Ouais. nue, plus ou moins. En sous-vêtements, Ouais, en sous-vêtements. C'est vrai que j'étais très à l'aise à ce moment-là. Bah, d'ailleurs, c'est drôle. Bah, je trouve que c'est une très bonne transition parce qu'en parlant de sous-vêtements, etc., moi, je sais que pour moi, à cette époque-là, j'avais l'impression que c'était un moyen de me réapproprier mon corps. Le fait de me sentir à l'aise dedans et de le montrer à tout le monde. J'avais l'impression, pour moi, c'était une autre forme de contrôle. Alors qu'en vrai, quand je suis arrivée à l'église, je me suis rendu compte que pas du tout, en fait. J'étais totalement perdue juste à ce moment-là. J'avais trop besoin de validation extérieure, en fait. Après, c'est une forme de contrôle, puisque finalement, tu contrôles l'image que les gens ils ont de toi, ils ont l'image que toi, tu... Après, c'était pas non plus des photos, j'imagine, très retouchées, mais les angles font que c'est toi qui contrôles ce que les gens... Ah non, c'est pas voient. retouché, je me tue à la salle. Bah oui, non, mais voilà, c'est ça, Ouais. c'est ça. C'est ce que je dis. Et, après, je te jugeais vite fait, mais j'étais un peu dans cette DA-là. C'est juste que j'avais, je pense, moins le courage et moins d'opportunités et aussi peur de mes parents. Très, très, très peur de mes parents. Mais sinon, ouais, j'étais quand même aussi à l'aise sur les réseaux. Ne t'inquiète pas, très à l'aise. Ouais, mais moins que moi. Quand Oui. même, parce que moi, je voyais tes réseaux. Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, je sais que quand je suis arrivée à l'église, là, récemment, il y a 3 ans, j'en ai voulu à toutes les personnes qui m'ont laissé faire ça sur les réseaux. Parce que je me rappelle que quand j'ai commencé à faire des photos en sous-vêtements et tout ça, etc., il y avait une amie à moi d'enfance qui m'avait embrouillée et qui m'avait dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Genre, et je me rappelle à l'époque, je me suis dit, vas-y, elle a pas la vision, je sais pas quoi, mais vraiment, genre, on s'était vraiment embrouillé. J'étais en mode, mais j'ai juste envie de faire ce que je veux, je me sens à l'aise comme ça me plaît.
My body, my choice. Oui, bah après, les photos, elles étaient archi belles, hein, on va pas Oui. se mentir. Elles étaient archi belles. Oui, mais oui. bon, voilà quoi. Maintenant, elles sont plus sur Internet, mais en vrai, il y a forcément des gens qui ont du screen et je sais que c'est quelque chose que je pourrais jamais enlever ou supprimer. C'est pas une période que je regrette parce que je trouve qu'aujourd'hui, ça fait partie de mon témoignage. Mais juste maintenant, avec du recul, je me dis, ouais, en vrai, heureusement qu'elles sont plus là, les photos. Parce que l'image que tu montres toi sur les réseaux, c'est l'image que tu montres toi au monde, en fait. Et c'est la manière dont les gens ils vont te prendre. Donc, toi, à la limite, tu me voyais comme une personne hautaine, etc. Mais un patron, il aurait pu me voir comme... Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'avoue, c'est chaud. Et quand on fait des trucs comme ça, on y pense pas. Moi, j'y pensais pas sur le moment parce que je travaillais dans tout ce qui était domaine artistique ou quoi, donc je me disais pas, bah oui. Enfin, les gens avec qui je travaillais, ils étaient OK avec ça. Mais aujourd'hui, dans le domaine où je suis, heureusement que je fais plus ce genre de choses. Passons au vif du sujet. On va parler des troubles du comportement alimentaire. Déjà, pourquoi je t'ai choisi toi? Je sais pas. Non, je rigole. Pourquoi tu m'as choisi moi? Parce que quand on s'est re-rencontrés, disons ça comme ça, à un moment de partage, je me rappelle, je me suis dit, mais Jenny, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, et tout, et t'étais archi déter en vrai quand même. Tu m'as dit, ouais, je vais revenir, je sais pas si tu m'avais dit que tu voulais plus aller en boîte. Bon, je sais pas si tu n'es pas retourné après, mais tu m'avais dit, ouais, j'ai envie de me calmer et tout, nanana. Je me suis dit, tout ça, juste pour un témoignage qu'on avait entendu, auquel bah, moi je m'étais pas identifiée. Après tu m'avais partagé aussi ce que tu avais vécu, ton témoignage, et je me suis dit mais en fait Jenny, je la connais pas du tout. Genre pas du tout, genre ce que tu reflètes sur les réseaux, mais c'est pas du tout commenté dès que tu ouvres la bouche en fait, enfin ce que tu reflétais du moins sur tes réseaux. Je te trouvais hyper sympa, tu vois. Et on a commencé un petit peu à discuter, on allait un petit peu aux événements, à l'église, tout ça. Et je me rappelle d'une conversation. C'est dommage que j'ai pas retrouvé, enfin j'ai pas cherché en vrai. J'aurais pu. Je me suis dit bon, je sais pas. Ça aurait été très long en même temps. Bah ouais. 2022. Ouais non, en vrai c'était des audios qu'on se faisait et tout, et on parlait de TCA. Je sais plus trop comment on était arrivé là. Et tout, et tu me disais mais c'est pas bien et tout, faut guérir et tout. J'étais là mais qu'est-ce que ça me raconte? J'ai dit mais si j'ai pas ça et tout, j'ai pas le contrôle. Genre, ok, l'église, ok, Dieu, machin, il guérit des trucs, mais ça, genre, j'ai même pas envie de guérir. Genre, moi, j'étais très, très bien dans... Enfin, je pensais être bien dans les troubles du comportement alimentaire. J'en ai eu depuis le CE1. Ah ouais, aussi jeune? Ah ouais, archi jeune. Tu vois, c'est pour ça que j'aime les podcasts, parce que tu vois, des fois, tu penses connaître quelqu'un, mais je savais pas que ça avait débuté aussitôt. C'est vraiment, t'as 7 ans. Genre, ton cœur, il sait même pas encore... Enfin, oui, 6, 7 ans. Ouais, si, t'inquiète pas. Ouais, ça a commencé, moi, c'était, ça a commencé, je pense, avec le harcèlement scolaire. Okay. Et une personne qui était proche de moi, qui je prenais comme exemple, et qui avait un regard sur son corps qui était horrible. Mais horrible. Genre à base de régime, à base de dénigration et tout, mais constante. Et en fait, moi, en C1, il y avait des filles qui étaient pas très gentilles, mais c'était mes copines, mais je voulais tellement qu'elles m'acceptent et tout. Je me sentais tellement rejetée. Mais en vrai, j'étais vraiment très, très rejetée, je trouve. Je pleurais presque très souvent en rentrant d'école. Et c'est bizarre parce que quand j'y repense, je me dis, enfin, c'est bizarre parce que t'as l'impression que tu parles pas de toi, mais c'était moi. Et franchement, je me faisais trop de peine. J'étais là, je m'accrochais à ces personnes qui voulaient pas forcément... Mais je me regarde pas comme ça. Parce que c'est triste en vrai. Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais c'est triste, et surtout, je pense qu'on se rend pas compte, mais je pense que ça arrive à plus de gens que ça. Mais moi, ce qui me choque, c'est que ça te soit arrivé aussitôt. Parce que pour moi, les enfants, ils deviennent méchants à partir du collège. Mais genre en primaire, je trouve ça... Après, ça dépend aussi... Ça dépend les écoles dans lesquelles tu peux être. Moi, j'étais dans une école, il n'y avait pas beaucoup de noirs, déjà. Donc, c'était beaucoup un peu de... Bon, il y avait du racisme, mais je le percevais pas trop comme ça. Tu vois, j'étais juste un peu... mais pourquoi je suis pas comme mes copines? Pourquoi je suis pas comme ça? Pourquoi elles me font ce genre de remarques et tout? Les cheveux... Elle te faisait quoi comme remarque? C'était beaucoup les cheveux. Okay. Beaucoup, mais t'as des cheveux sous tes tresses. Mais vraiment, mais genre, je trouvais que honnêtement, je trouvais que c'était des questions hyper stupides. Mais après, elles connaissaient pas, elles étaient juste, sans information à ce sujet-là, et elles me demandaient beaucoup, ouais, t'as des cheveux, mais pourquoi tu portes des tresses? Mais on dirait des lianes, mais machin chose, et tes cheveux, on dirait de la mousse. Pourquoi est-ce que t'as des traits aussi foncés et tout? Pourquoi ton nez il est comme ça? Enfin, ouais, les enfants, ils sont... Pourquoi ta main, elle est blanche ici? Ouais, mais en fait, moi, on me demandait pourquoi j'avais des traits là, pourquoi j'ai des traits marrons.
J'étais là, mais je sais pas. Enfin, j'en sais rien. Carrément, des fois, je me rappelle, je mentais et tout. Je disais, non, mais en fait, quand j'étais petite et tout, j'ai pris un marqueur. Mais je sais pas, je savais tellement pas quoi dire. C'était ridicule. Et bref, et il y avait un peu ce groupe de filles, et, notamment une fille qui, elle était très complexée par son corps, et ça se voyait. Et je pense que ça vient un peu de sa mère, sans vouloir spéculer sur sa vie, mais ça se voyait en ayant rencontré sa mère, qu'elle était très à cheval sur le paraître et tout, style un peu bobo bordelais, Ouais. tu vois, très carré. Et sa fille, elle répétait tout ce que sa mère disait. Et un jour, je me rappelle, sous le préau, je me rappelle de l'endroit précis, hein, vraiment. Elle a dit, ouais, tout le monde laisse son t-shirt, on va voir qui c'est la plus grosse. À 7 ans. Dingue. Ouais. Et du coup, j'ai lavé mon t-shirt. Mais je voulais pas, tu vois, mais je me suis dit, bah, tout le monde le fait et tout. Et je lève mon t-shirt et j'ai été élue la plus grosse. C'est horrible. C'est vraiment horrible. J'ai été élue la plus grosse et tout. Alors que, sans vouloir juger qui que ce soit, bon, c'était pas forcément le cas. Mais je sais pas pourquoi je me suis tue et tout. Et je me suis dit, mais tout le monde voit que c'est pas le cas. Pourtant, tout le monde accepte. Et du coup, ouais, j'étais un peu choquée. Et je sais que ça a été un traumatisme pour moi parce que pendant très longtemps, et encore maintenant, je crois, je réfère mon poids à mon ventre. Ah ouais. Et à chaque fois, ouais, très souvent, je pense en grandissant, presque tous les jours, je regarde mon ventre dans la glace. C'est bizarre, hein? Pas tant que ça pour moi, mais Non, oui, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai. Mais t'en as parlé à tes parents à ce moment-là? Ouais, en fait, c'était un peu compliqué parce que j'en parlais à mes parents, ils le voyaient parce que je rentrais en pleurant tout le temps. Voilà, il y avait ces filles-là, il y avait d'autres filles qui me frappaient, tout. Enfin, c'était bizarre. Je sais pas pourquoi j'étais aussi victimisée, parce que je me voyais pas trop comme une victime, mais en fait, j'avais honte de tout. Genre, j'avais honte d'être toute seule. Genre, je me rappelle aux récréations, quand j'étais toute seule, j'allais aux toilettes pendant toute la récréation. Parce que j'avais honte qu'on me voit toute seule et qu'on se dise, regardez-la, elle a pas d'amis et tout. Elle est rejetée, j'avais peur que ça se voit. Et mes parents, ils le voyaient, mais en fait, je leur interdisais de faire quoi que ce soit parce que si j'avais plus ces amis-là, j'avais plus rien, j'avais plus personne. Ah bah oui. Et j'allais être vraiment toute seule. Alors que là, il y avait des périodes où elle m'acceptait de temps en temps. Donc, je me raccroche à ça. Donc, mes parents, ils savaient, mais ils savaient pas pour Ils savaient pas pour les détails, mais ils savaient. pour les détails, mais ils savaient qu'elles étaient dures. Ouais. C'est dingue comment le besoin d'appartenance, il se développe si tôt. Ouais. Genre, mais après, en même temps, c'est ce qu'on nous montre. Et genre, à l'école, si t'es tout seul, t'es mal vu, ou t'es bizarre, ou ça veut dire que c'est toi le problème. Ok, ça me fait un cœur. Et du coup, dès 7 ans, t'as développé du trouble du comportement alimentaire. Et là, tes parents, ils l'ont vu ou pas? Non, mes parents, ils l'ont vu très tard. Ils l'ont vu quand vers mes 18 ans, parce que j'ai eu des moments où j'étais très mince et tout, ça les inquiétait et tout. Ouais, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire, pas très très rapidement. Enfin, ça a commencé plutôt mentalement, mais j'avais pas d'acte. Enfin, je savais pas quoi faire en fait. Et la personne dont je te parlais au début, qui représentait un exemple pour moi en tant que femme, un jour, elle m'a dit mais tu crois que tes copines elles portent du 42? Et, je me suis dit en fait, ce qu'il y a à l'extérieur, quand on dit que c'est tes copines, on dit mais elles sont jalouses. Tu sais, les parents ils te disent toujours elles sont jalouses, nanana, elles sont méchantes, les écoute pas. Mais là, quand ça vient de quelqu'un qui t'aime et te connaît et qui te fait cette remarque-là, je me suis dit, en fait, tout le monde a raison. Ouais. Genre, j'étais beaucoup trop grosse. Alors que, franchement, j'étais chubby, mais j'étais pas grosse. J'étais pas grosse. Et du coup, ouais, là, j'ai commencé à me dire, 42 à mon âge, c'est énorme et tout. Faut que je mange moins. Je commençais à un petit peu culpabiliser, mais en vrai, c'était plus mental. C'était plus mental à cet âge-là. Les premiers actes que j'ai pu poser, je pense que c'était collège, ouais. Purée, ouais. Ça a duré longtemps quand même, du coup. Enfin, Mais toi, c'était comment? Moi, Oui, parce que pour moi, t'étais pas beaucoup plus vieille. Hein. non, moi, mes troubles du comportement alimentaire, ils ont vraiment commencé au collège. Genre en 4e. Genre vraiment l'été entre la 5e et la 4e. Mais c'est bizarre parce que moi, au début, c'était pas une obsession physique. Genre, c'est vraiment venu d'un trauma, mais en fait, comme sur le coup, je me rendais pas compte, j'ai vraiment envie de raconter de manière chronologique parce que si je dis la cause maintenant, pour moi, ce serait un témoignage biaisé parce que sur le coup, je me rendais pas compte. Mais je sais juste qu'en 4e, déjà, je me comparais quand même beaucoup aux autres au collège. À l'époque, la mode, déjà, c'était d'être skinny, c'était du Kate Moss, du Naomi Campbell. Et moi, j'étais dans un collège où
c'est pas qu'il y avait pas tant de noirs que ça, mais j'étais amie avec des filles qui étaient hyper fines. Et moi, à cette époque-là, je faisais beaucoup de cross, beaucoup d'athlétisme et tout. Et je sais que c'est parti d'un truc tout bête. Genre, un jour, j'ai été chez le médecin et en fait, j'en avais trop marre qu'on dise que j'étais musclée. Et pourtant, on disait pas que j'étais grosse ou quoi, tu vois. Mais juste, je voulais être comme les autres filles de ma classe qui, elles, avaient des jambes très fines. Et le médecin, il m'avait dit... alors, il ne savait pas du tout les conséquences que ça allait avoir. Donc, on ne blâme pas le médecin, s'il vous plaît. Il m'a juste dit, mais t'es pas grosse. Genre, si tu veux perdre du poids, il faut que tu perdes du muscle. Et pour ça, il faudrait que tu manges moins de prot. En fait, c'est juste... Il avait pas tort. Oui, il a pas tort. Sauf que moi, j'ai commencé à manger moins de prot. Ah ouais. Et ensuite, moins de féculents. Ouais. Et ensuite, voilà. On est rentré dans un petit cercle vicieux. Mais moi, quand même, ma perte de poids, elle s'est fait hyper rapidement. En fait, non, c'est faux. Moi, j'ai posé des actions très vite. Le mental, ça a commencé quand je suis arrivée en 4e. Dès que j'ai commencé un petit peu à réduire mon alimentation, au début, il se passait vraiment rien. Mais vraiment, genre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4, 5 mois, 6 mois, il se passait rien. Et en fait, d'un coup, j'ai perdu 12 kilos. Mais genre vraiment, genre en 3 semaines. Et du coup, les gens, ils n'ont pas compris. Parce que moi, ça faisait longtemps que j'essayais, mais enfin, je sais même pas pourquoi mon corps, il a mis du temps comme ça à réagir. Et on m'a menacée direct. Qui t'a menacé? L'infirmière du collège, je me rappelle. Attends, t'as perdu 12 kilos alors que t'étais déjà assez fine, donc t'étais très très fine, ça se voyait? J'étais normale en vrai. Ouais. J'étais pas très fine, j'avais un poids normal et j'ai perdu 12 kilos. Mais quand tu es normale et que tu perds 12 kilos, du coup ça se voit. Donc je suis passée de normale à très fine, genre d'un coup. Et je me rappelle, l'infirmière du collège, elle a capté direct. Mes parents n'ont pas capté. Parce que je pense que chez moi, déjà, je mangeais. Genre, vraiment, c'est quand j'étais pas chez moi que je mangeais pas. Genre, quand j'étais, par exemple, au collège ou quoi, etc. Ou quand j'allais au sport. Ou il suffisait que mon père, il soit au travail et que ma mère, elle soit un peu occupée. Genre, mais je faisais vraiment en sorte que quand mes parents étaient là, je fasse semblant de manger. Okay. Elle est investie quand même. Ouais. Mais franchement, que Dieu bénisse cette femme. Bah ouais. Parce que, honnêtement, si je suis encore en vie, déjà, c'est grâce à Dieu, premièrement. Mais ma mère et cette femme ont vraiment été, genre, pour moi... les main caractères du fait que je sois encore en vie aujourd'hui. Et en fait, elle a dit à ma mère. Et en fait, ma mère est partie m'emmener voir une psy directement. Et la psy, elle était trop forte en vrai. En plus, c'était une psy noire, ce qui est hyper rare. Franchement, aujourd'hui, pour trouver des psys noirs, je trouve que c'est très compliqué. Et en fait, elle a dit à ma mère, il s'est forcément passé quelque chose. Parce que, je sais pas comment elle a fait, mais elle m'a posé des questions. Et elle m'a dit, votre fille, ça a peur d'être quelqu'un qui est perturbé. Enfin, c'est quelqu'un qui a des bonnes notes, qui fait du sport et tout. Enfin, elle peut pas... du jour au lendemain, elle a des soucis pour manger et tout, il s'est forcément passé quelque chose. Sauf que moi, à cette époque-là, j'étais dans le déni, donc je disais, mais elle délire en fait. Cette médecin, elle délire, n'importe quoi, il s'est rien passé, je vais très bien. Mais elle m'a dit, ok, sauf que si tu perds plus de poids, nous, on va devoir t'hospitaliser. Parce que c'était à la limite de mon, enfin, je sais pas, l'IMC, etc. J'étais en dessous de 17 ou un truc comme ça, donc ils étaient en mode, là, on va devoir t'hospitaliser. Et moi, quand j'ai entendu hospitalisation, j'ai paniqué. Du coup, j'ai remangé pour reprendre du poids. Sauf que à ce moment-là, c'est là où ça a dégénéré. Parce que moi, au début, je me restreignais. Donc, j'étais dans l'anorexie restrictive. Et en fait, à partir du moment où j'ai recommencé à manger, c'est là où je trouve que mentalement, c'est devenu hyper dur. Dans le sens où je tiens à préciser que dans cette période-là, moi, j'allais plus à l'église. Et je me considérais pas comme chrétienne. Enfin, je priais pas, etc. Mais pourtant, pour moi, cette maladie... j'ai toujours vu ça un peu comme... c'est trop bizarre ce que je vais dire. Hein. J'espère que les gens ils vont comprendre. Mais je me sentais vraiment possédée. Parce qu'il y avait vraiment genre une voix dans ma tête quand je mangeais qui me disait « Tu peux pas garder cette nourriture. Ah, mais t'as pas honte de manger. Ah, mais t'es sale. » Genre limite, la nourriture, c'était un poison. Et c'est là que je suis rentrée dans l'anorexie-boulimie. Ou la boulimie vomitive. Enfin, ça s'appelle plus ça comme vous voulez. Mais parce qu'en fait, je mangeais parce que je voulais pas aller à l'hôpital. Alors au début, j'ai repris 5 kilos parce que voilà. Et après, en fait, j'arrivais plus à garder ce que je mangeais. Donc et c'est là que ça s'est vraiment empiré. Mais attends, toi, t'avais peur de... Quand tu mangeais, tu te faisais vomir parce que t'avais peur de reprendre du muscle, de grossir? Ou là, c'était vraiment juste... t'étais très fine, ça te plaisait et tu voulais pas prendre de poids? J'ai commencé à me faire vomir, pas parce que je voulais être plus fine, mais parce qu'en fait, la nourriture, pour moi, c'était vraiment devenu... je sais pas comment expliquer. C'était moi contre la nourriture. Okay. C'était devenu en mode...
poison? Ouais. Ouais. En fait, si je gardais de la nourriture en moi, je pleurais pendant 4 heures. Non, vraiment, mais c'était horrible. Hein. Genre, j'avais l'impression que j'allais jamais digérer. Et vraiment, du coup, garder la nourriture, c'était pire que de pas la garder, en fait. Enfin, genre, mentalement, ça me demandait, genre... Et puis, je digérais très lentement. Je sais pas si c'était parce que... Mais c'était trop pour moi. Du coup, j'étais en mode, je me fais vomir. Comme ça, après, bah, je suis tranquille. Au moins, j'ai pas ces pensées-là. Je me sens pas sale. Je me sens pas pleine. Ah, et puis cette sensation de se sentir pleine, ça, c'était vraiment genre... C'est Je clair. pouvais pas. Je le C'est comprends fort. vraiment. Par contre, moi, je l'ai expérimenté très, très tard. Enfin, je l'ai compris que je l'expérimentais tard. Enfin, c'est quand je suis arrivée à l'église, donc c'était il y a pas très, très, très longtemps, finalement. Et j'avais pris la décision d'arrêter et tout. Bon, j'ai sauté vraiment énormément d'étapes, donc on y reviendra. Est-ce que ça te dérange? Non. Ok. J'avais pris la décision vraiment d'arrêter et tout. Et il y a un jour, un événement, je sais plus, j'avais mangé. Enfin, déjà, ça avait un petit peu. Je pense qu'avant de tomber, tu glisses. Ça, Ouais. c'est sûr. Et ce jour-là, j'avais mangé quelque chose alors que j'avais plus faim. Et je me suis dit, ben, recrache. Donc, je me rappelle, j'avais mis de la nourriture dans la bouche et je l'ai recraché après. Je me suis dit, non, mais non. Genre, si tu la manges alors que t'as pas faim, c'est des calories, en fait, que tu manges. Donc, j'avais fait ça dans la matinée ou quelques jours avant. Et le soir, je sais plus ce que j'ai mangé ou si j'étais si pleine que ça, mais les voix qui te disent dépêche-toi, va te faire vomir parce que tu vas digérer. Ouais. Dépêche-toi et tout. Non, mais là, si, non, mais ok, fais-le cette fois-ci, la prochaine fois, tu feras attention et tout. Ou alors, non, mais là, t'es vraiment pleine. Non, t'as besoin de vomir parce que sinon, tu vas pas pouvoir bien dormir. Parce que c'est là, genre, tu sens que c'est comme si t'as envie de vomir. Et pour qu'en fait, tout ça, ça se calme et que ces voix se taisent, ben, tu te fais vomir. Et je me rappelle ce jour-là, bah, je crois que je m'étais fait vomir. Et j'ai culpabilisé de ouf, mais ça m'a rappelé un petit peu à l'époque où bah, je me faisais vomir, plus jeune, où c'est comme un engrenage, en fait, ça s'arrête pas. Hein. Genre, dès que tu commences un petit peu... Désolée, parce que c'est dégueulasse, en fait, ce qu'on dit. Moi, j'aime bien aimer la phrase que tu as dit quand tu dis avant de tomber, tu glisses. Parce que c'est vraiment ça. Moi, je me rappelle que pendant très longtemps, j'étais trop dans ce déni-là. Et je me rendais pas compte que c'était une maladie. Et c'est quand je suis arrivée à l'hôpital que j'ai déchanté. Genre, moi, mon monde, il s'est écroulé du jour au lendemain. Genre, j'étais en mode normal, je vivais ma vie. Après, c'était et pas voilà. un hôpital normal, c'était un hôpital psychiatrique. Je crois qu'il faut le préciser. Non, au début, j'étais Ah ouais d'abord... Ouais. En fait, tu sais ce qui s'est passé? Non. Donc, j'étais en 3e, et d'ailleurs, je me rappellerai toute ma vie parce que c'était 3 mois avant le brevet. Et moi, j'aimais trop l'école en plus à cette période-là. Donc, pour moi, louper l'école, c'était genre... c'était pas possible. Ouais. C'est pour ça, quand elle m'avait parlé d'hospitalisation en début d'année, j'étais en mode ah non, c'est pas du tout, ça va pas se passer comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé... Attendez. Ça, je l'ai noté parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait un malaise à l'école en 3e. Et déjà là, moi, ça m'a choquée parce que là où je pensais que tout le monde délirait et que moi, j'avais raison, je me suis dit, bizarre, mon corps, il me lâche. J'ai plus trop le contrôle sur mon corps. Parce qu'en fait, quand tu manges ou quand tu manges peu ou quand tu manges et que tu te fais vomir et que tout va bien, tu penses que tu vas bien. Enfin, moi, j'étais persuadée que j'allais bien. Genre, j'étais vraiment persuadée que... ce que je faisais, c'était OK. Et en plus, je me disais, il y a plein de gens qui le font. Et juste, ça se voit moins. Parce que moi, je suis arrivée à un stade où, quand même, à la période où je faisais un malaise, je vais pas dire d'où je suis partie en termes de kilos. Mais à ce moment-là, j'étais arrivée à 42 kilos. Et je faisais juste 3 cm de moins, donc pour 1m65. Donc c'est un peu une dinguerie. Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Je suis allée à l'hôpital, du coup, Pellegrin, de base, qui n'était pas du tout un hôpital psychiatrique. Et en fait, ils m'ont fait une prise de sang. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, je pense que ce qui a accentué le fait de cette perte de potassium, c'est que j'ai commencé à faire des crises de boulimie. Et là, c'était encore pire parce que, en gros, tu manges énormément jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Sauf que quand j'en faisais plusieurs par jour. Mais quand je dis plusieurs par jour, c'est que des fois, je faisais genre... quand j'allais pas à l'école, parce que quand t'es à l'école, t'as pas le temps, mais genre le week-end, je pouvais faire 4-5 crises de boulimie par jour. À vider le frigo de mes parents. Et d'ailleurs, je me demande comment mes parents ils ont fait pour pas péter un câble, parce qu'à ce moment-là, ça devait être horrible pour eux. Parce que... C'est pas de l'hyperphagie, ça? Si, c'est de l'hyperphagie. Ok. Vraiment, genre... En fait, là, j'avais totalement perdu le contrôle. Genre, moi, j'ai vraiment tout fait dans tous les TCA. J'étais dans anorexie restrictive. Après, je mangeais juste normalement et je me faisais vomir. Et après, j'ai fait des crises d'hyperphagie où je me faisais vomir. Et en fait, le truc, c'est que je me faisais tellement vomir que j'ai perdu énormément de potassium. Donc, je suis arrivée à l'hôpital en mode malaise normal. Je fais ma prise de sang. Et là, dès qu'il y a eu les résultats de prise de sang, panique.
Genre, je vois des gens débarquer dans ma chambre en mode panique, en mode ils me perfusent, mais vraiment panique. Genre, ils appellent mes parents, ils embrouillent mon père. Ah ouais? Mais oui, mais en même temps, ton père est médecin, c'est pour ça. Bah en fait, oui. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, quand je suis arrivée, j'étais en hyperkaliémie. En hypo, pardon. J'étais en hypokaliémie. Donc, en gros, on a du potassium dans le sang. Okay. Et en fait, le potassium, c'est essentiel au fonctionnement des muscles et surtout le muscle du cœur. Parce qu'en gros, ça permet de réguler ton activité électrique. Donc, voilà. Les battements de ton cœur. Les battements de ton cœur, exactement. Et normalement, ta kaliémie, elle doit être entre 0,14 et 0,20. Okay. Si tu es en dessous de 0,14, tu risques un trouble du rythme cardiaque, potentiellement mortel. Tu risques d'être dans le coma. Tu risques un arrêt cardiaque brutal à tout moment. Et tu risques une défaillance musculaire pouvant aller jusqu'à une paralysie. J'étais à 0,03. Soit 4 fois en dessous du seuil critique. Donc pourquoi ils sont venus en panique dans ma chambre? Parce qu'ils se sont dit, mais en fait, là, normalement, t'es censée être morte ou dans le coma. Ouais, bah oui. Ils m'ont dit, genre là, le fait que tu respires, c'est pas normal. Il n'y avait jamais eu des petits trucs, des genre tête qui tourne ou je sais pas, des cheveux qui tombent ou. Je suis une miraculée. Je te dis, c'est. Moi, quand aucun signe avant-coureur. Aucun signe. Okay. Mais je pense que c'est parce que, déjà, de un, c'est Dieu, et de deux, c'est parce que je me disais tellement que j'allais bien. Moi, quand je suis arrivée à l'hôpital et qu'ils m'ont dit ça, j'ai pas compris. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, ils sont fous, quoi. Genre, ils étaient tous en panique. Et là, ils étaient en mode, mais votre fille, elle peut, tant qu'elle a pas son niveau de potassium qui remonte à 0,14, déjà, elle va nulle part. Elle bouge pas. Et en plus de ça, on va pas la laisser rentrer chez vous. Ma mère, elle était très consciente de ce qui se passait. Mon père, je pense que c'était beaucoup plus dur pour lui. Parce qu'il comprenait pas, parce que j'étais une petite qui avait des bonnes notes, qui faisait du sport. Et franchement, pour être honnête, mon père, il me gâtait de fou. Moi, j'étais une pourrie gâtée de mon papa. Donc, il se disait, mais attends, elle a tout. Donc, oui, elle perd du poids et tout, mais genre, pour lui, c'était un caprice. Et je ne lui en veux absolument pas. Parce que, pour moi, c'était pas that deep aussi. C'était pas... Donc, du coup, genre, le fait que mon père, il s'y intéresse pas trop, moi, je me disais, c'est normal. Mais bon, bref, je suis arrivée à l'hôpital et là, c'était le chaos. C'est le chaos pour ma mère, pour mon père, pour mes frères. Et pour moi, parce que là, quand ils m'ont dit que j'allais pas partir, j'étais en mode, ah ben si. Ah si, je vais partir. Ils m'ont dit, pas du tout, ma belle. Pose-toi, tu vas rester là 3 semaines. 14 ans. Ah oui. Ouais. J'avais 14 ans. J'avoue que c'est quand même, d'un œil extérieur, de voir un enfant aussi maigre et aussi, entre guillemets, en mauvaise santé, c'est sûr que tu vas te dire, mais les parents, en fait. Ouais. Genre, vous avez pas remarqué. Genre, vous avez rien fait. Alors qu'en fait, quand t'es la personne, tu sais que tu fais, entre guillemets, tout pour le cacher. Exactement. Et que c'est pas si facile que ça, en fait, en tant que parent, de le voir. C'est pas si facile que ça, en tant que parent, de même de se rendre compte que... Enfin, je pense que tu vois qu'une personne perd du poids quand ça fait longtemps que tu l'as pas vue et que tu la revois. Mais si tu la vois quotidiennement, tu t'en rends un peu moins compte, je trouve. Après, j'en sais rien, mais... Moi, je suis d'accord avec toi parce que l'année dernière, j'ai perdu un peu de poids sans m'en rendre compte. Et les gens autour de moi ne s'en rendaient pas compte. Mais quand je suis allée à Paris, que j'ai vu une pote, elle m'a dit, mais t'as perdu du poids. Et moi, ça m'a choquée parce que je me suis dit, j'ai pas capté. Enfin, j'avais pas forcément remarqué et tout. J'avais perdu que 3 kilos. Mais genre, les gens, ils le voyaient, tu vois. Mais si t'étais quotidiennement avec moi, tu t'en rendais pas forcément compte. Donc ouais. Mais moi, moi, je l'ai un peu eu mal parce que je sais que ma mère, pour le coup, à ce moment-là, elle se battait vraiment énormément, genre... Bon, en plus, je sais pas quand la vidéo elle va sortir, mais demain, c'est la fête des mères. Ah oui. Et moi, à chaque fois que je dois honorer ma mère, que ce soit son anniversaire ou la fête des mères, je me dis, j'ai vraiment eu trop de la chance parce que moi, quand je suis tombée malade, ma mère, elle a arrêté de vivre. Elle a vraiment arrêté de vivre. Elle était en mode, là, j'ai qu'un seul but, c'est de sauver ma fille. Et genre, elle ne mourra pas. Donc, ouais, genre à partir du moment en fait où je suis arrivée à l'hôpital Pellegrin, avant d'être en hôpital psychiatrique, j'étais devenue hystérique parce que au début je voyais tout le monde comme des fous, en mode ils sont des lulus, moi je vais très bien. Quand j'ai commencé à remarquer que ça allait vraiment pas, ma santé, j'étais un peu dans le déni. Donc quand je suis arrivée à Pellegrin au début, j'étais en mode ouais bon je suis à Pellegrin et tout. Et au bout de 3 semaines en fait ils m'ont dit bon mais là on va te mettre dans un hôpital psychiatrique, du coup comme ça on va pouvoir traiter tes troubles du comportement alimentaire. Et là c'était pas pareil parce qu'à Pellegrin t'as tes parents qui viennent te voir,
T'as tes amis qui viennent te voir, t'as ton téléphone, t'as ton ordi, puis des fois, tu pouvais sortir vite fait, même si je devais me trimballer avec ma père partout, etc. Mais voilà, là, on me parle d'un hôpital où mes parents, je peux pas les voir pendant 3 semaines, pas de téléphone, pas de cours, pas de... Et je me suis dit, non, mais ça va pas être possible. Et je me rappelle, le jour du transfert, là, j'ai vraiment fait une crise hystérique. Genre, je me rappelle quand je suis arrivée à l'hôpital psychiatrique, l'infirmière, si elle regarde la vidéo, je te demande pardon, j'étais arrivée pendant l'heure du repas en plus. Et elle m'avait dit, bon, ben là, ta mère, elle doit partir et tout. Et ma mère, elle était en pleurs. Et moi, j'ai dit des trucs horribles à ma mère. Je lui ai dit, ouais, tu vas m'abandonner dans un hôpital de fous et tout. Et tu dis que t'aimes ta fille et tout, mais regarde dans quoi tu me laisses et tout. En fait, tu m'aimes pas et tout. Enfin, j'étais devenue mais hystérique. Et la dame, là, quand elle m'a donné le plateau, je lui ai balancé par terre. Explosé l'assiette, tout. Et j'étais en mode, là, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Et il m'a fallu, je pense, 1 mois pour accepter, entre guillemets, que j'avais des TCA. Mais t'étais quand même consciente que t'étais en train de mourir. Non. Ah non, toujours pas. Bah bon, quand j'avais les perfs et tout ça, etc., ah ouais. je me disais, il y a un souci. Bah oui. Quand même. Mais non, j'étais toujours pas consciente. C'est pour ça, pour moi, c'est vraiment l'œuvre du diable. C'est pas possible d'être... Ça doit être insupportable, franchement, pour les personnes qui t'entourent, de dire, mes frères, ça va pas, là. Et en plus, enfin, ta mère, ça a dû être dur, parce que les mots que t'as eu envers elle, même si pour toi, après, t'étais une enfant, t'étais quand même très jeune, 14 ans, 14-15 ans. Ouais, mais t'étais... en vrai, c'est comme les enfants qui vont dans des centres de rééducation, ou qui vont, je sais pas, dans des maisons... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, les maisons... Tu sais, après que des maisons de placement, en fait. Ouais, les maisons de placement, oui. Voilà. C'est chaud. Tu vois, tu te dis, mes parents, en fait, je peux très bien être suivie à la maison, vous inquiétez pas, tu vois, mais tu peux le vivre comme un abandon, donc je comprends. Mais pour ta mère, ça a dû être tellement dur. Franchement, ouais. Et franchement, j'avais vraiment l'impression que sa vie était en pause, parce que moi, j'ai 2 petits frères, qui en plus, à ce moment-là, ils avaient 12 et... Non, 11, je sais plus, mais 12 et 7 ans, ou 12 et 6 ans. Et du coup, bah, elle a dû un peu les délaisser pour s'occuper totalement de moi, tu vois. Donc, ouais, c'était chaud. Et là, c'était le début des enfers après. Pourquoi ? Honnêtement, là, je parle aux gens qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Je pense que c'est hyper important de se faire suivre. Et j'ai envie de dire, c'est hyper important d'écouter son entourage, mais je conçois tout à fait que tu sois dans le déni et que tu ne puisses pas le faire. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas pu le faire. Mais, moi, l'hôpital psychiatrique, ça a accentué. Ouais. Ça a accentué tous mes symptômes. Mais faut pas dire ça, tu dis. Désolée, mais c'est la vérité. Après, c'est moi, personnellement. Ouais. Ça a pas apporté que du mauvais, dans le sens où, par exemple, j'étais suivie par une psychomotricienne, une diététicienne, une psychologue, une psychiatre. Là, ça fait beaucoup. Ah, comptage de calories, du coup, non. Voilà. Bah ouais. Mais c'était bien parce que, du coup, ça m'a quand même appris à manger sainement. Moi, je comptais pas mes calories, c'est la diététicienne qui le faisait. Mais en fait, j'avais un poids minimum à atteindre pour avoir le droit de sortir de l'hôpital. Et moi, c'est ça que j'aimais pas. C'est que j'avais l'impression d'avoir une petite carotte devant moi et c'était en mode... à l'époque, je devais faire minimum 48 kilos, je crois. C'était le poids minimum. J'ai une question. Je pense que c'est une question que beaucoup de gens peuvent se poser parce que dernièrement, sur TikTok et tout, je voyais une jeune fille et tout qui était anorexique. Très, 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 très maigre. Et qui fait des allers-retours en hôpital psychiatrique. Ou je sais pas si c'est forcément ça. Bon, j'en sais rien. Ou comme un centre de rééducation, quoi. Ouais, il y a plusieurs types. Moi, j'ai été hospitalisée dans 2 types. Mais en fait, à chaque fois, elle reprend un peu de poids. Et à chaque fois, elle le repère. Et je pense que pour les gens, ça doit être extrêmement... je dirais pas énervant, parce qu'en soi, les gens, ils s'en fichent, c'est pas leur corps, tu vois. Mais les gens, ils se disent, mais mange, en fait. Genre, pour eux, c'est aussi simple que ça. Genre, ok, t'es mince, tu veux grossir, mange, en fait. Et te fais pas vomir après. Enfin, c'est pas si compliqué que ça pour une personne, je dirais, lambda. Et c'est pour ça que je te poserais vraiment la question, mais est-ce que pour toi, c'était un objectif pour qu'on te laisse tranquille, ou est-ce que toi-même, t'avais envie de prendre ce poids pour être bien ? Ah non, moi, c'était pour qu'on me laisse tranquille. Donc en fait, à chaque fois, en fait, ça changeait pas du tout ta mentalité. Non, ça changeait pas ma mentalité. Moi, franchement, moi, mon but, c'était de sortir. Moi, là, j'étais en prison, je voulais la liberté. Et du coup, je faisais ce qu'on me disait de faire. On m'a dit, si tu fais tant de poids, t'as le droit de sortir. T'as même... Enfin, si tu fais tel poids, t'as le droit d'aller voir tes parents. Si tu fais tel poids, t'as le droit de sortir. Enfin, voilà. Moi, c'était... Après, là, j'interprète vraiment comment je l'ai vécu. C'est vraiment très propre à soi. Et moi, il y a des personnes qui viennent
et qui sont hospitalisés, qui ont vraiment envie de guérir. Et du coup, je pense que c'est différent. Moi, j'étais hospitalisée de force. Donc déjà, quelqu'un que tu hospitalises de force, pour moi, c'est pas pareil que quelqu'un qui vient dans l'optique de vouloir guérir, tu vois. Genre, moi, j'étais déjà dans le déni, je viens d'apprendre que je suis malade, et là, tout ce que je veux, c'est que vous me laissiez tranquille et que je puisse retourner à mes petits contrôles et mon petit brevet. Donc, c'était ça. Donc, j'ai pris les kilos que je devais prendre. Au bout de 3 mois, je suis sortie. J'ai passé le brevet. J'ai passé tout l'été dehors. Et j'étais quand même en hôpital de jour. Ils m'ont pas laissé comme ça. En gros, j'avais quand même une fois par semaine, je devais partir du coup me faire peser, voir la diététicienne, etc. Et en fait, septembre, ils voient que j'ai reperdu tout le poids que j'ai pris. Parce que tu te faisais vomir ? Ouais. Ok. À l'hôpital, je me rappelle plus trop si je me faisais vomir, mais je pense pas parce que je voulais vraiment... En fait, à l'hôpital, j'ai vraiment fait la petite fille modèle. Tout ce que vous me dites, je vais le faire. C'était hyper dur parce que je me rappelle que les premiers repas que je gardais, vraiment, bon, après, un mal pour un bien ou un bien pour un mal, mais à l'hôpital, t'as rien à faire. Donc, si tu dois passer 5 heures à pleurer parce que t'as gardé ta nourriture, t'as rien d'autre à faire. Donc, voilà. Mais du coup, je me rappelle que ouais, je passais des journées à pleurer. Pourquoi je dis que ça a empiré pour moi ? Parce qu'en fait, moi, j'étais de base anorexique et boulimique. Ouais. En arrivant à l'hôpital, je suis devenue aussi dépressive. Oui. Voilà. Et tu es... Est-ce que tu es devenue dépressive ou est-ce que c'était quelque chose qui était déjà un peu sous-jacent et qui, les conditions ont fait que ça s'est accentué et tu t'en es rendu compte ? Ouais, peut-être que c'était sous-jacent. Peut-être que c'était juste parce qu'en fait, avant, j'étais au collège, au sport, avec ma famille, et je me rendais pas compte. Et que le moment où je me suis posée, moi, toute seule, avec mes pensées, je me suis rendu compte que j'étais dépressive, en vrai, peut-être. Mais pour moi, c'était un environnement toxique parce que je me disais, ils ont envie que je m'en sorte, mais je suis avec d'autres anorexiques avec qui je peux me comparer. Et c'est ce qui se passait, hein. Malheureusement et contre leur volonté. Toi, tu fais 42 kilos, t'en as une qui en fait 39 et tu te dis, ça veut dire que je peux arriver jusqu'à 39 kilos. Ah, mais moi, c'est ce que je me disais, vraiment. Ah bah, c'est tentant, tu vois, genre au final. Oui. Donc, c'était... Enfin, c'était toxique. Après, on se soutenait les unes les autres, mais t'es dans un environnement où t'es qu'avec des personnes qui vont pas bien. C'est hyper dur de vouloir s'en sortir dans un environnement tel quel, je trouve. Oui, en même temps, tu veux qu'il fasse comment ? Je sais pas, moi, à l'époque, autant... je voulais révolutionner le monde de la psychiatrie, mais finalement, je ne ferais pas mieux que je pense. Ouais, non, j'imagine. Mais quand tu dis dépressive juste mélancolie, dépression ou... C'est pas la même chose, hein. Enfin, après, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est quand même un grand... C'est la concrétisation de tout plein de pensées, mais pour moi, la dépression, ça peut s'arrêter juste aux pensées. Les pensées suicidaires, ça s'est développé bien après. Là, je suis retournée à l'hôpital en septembre. Ça a duré 9 mois. Et en fait, après, là, je stabilisais un peu au niveau de mon poids. Mais en fait, ils avaient capté ma supercherie. Donc, ils ont dit, on va pas te renvoyer chez toi. On va te renvoyer dans un autre hôpital à Pau. Et là, c'était pas vraiment un hôpital. C'était justement un peu comme un centre de réinsertion. Donc, c'était un endroit, c'était un peu comme une villa et un château. Où il y avait plein de personnes qui avaient différents troubles mentaux. Ça pouvait être juste de la phobie scolaire, de l'anorexie, de la boulimie, ou autre. Mais c'est des personnes qui étaient déjà en phase de rémission, de guérison, etc. Donc en gros, tu dormais là-bas, mais selon ton état, tu pouvais aller au lycée. Ou le mercredi, après-midi, tu pouvais sortir. Et c'était beaucoup plus libre. Enfin, je me rappelle même qu'ils nous laissaient fumer dans le parc et tout. Enfin, donc voilà, c'était vraiment... c'est vraiment un truc. Et quand j'ai été là-bas, je pense que c'est vraiment là où j'ai eu des pensées. Parce qu'en fait, quand j'ai réalisé que j'étais anorexique, dépressive, boulimique, etc., il y a un moment où pendant 2 ans, je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. Parce que je trouve que, je sais pas si ça te l'a fait, mais le moment où tu réalises que tu es malade et le moment où tu as envie de t'en sortir, pour moi, le vrai combat, il commence là. Parce que quand tu es dans l'anorexie, enfin en tout cas, moi, quand j'étais en anorexie, je me disais que j'avais le contrôle de mon corps. Donc je me disais, c'est moi qui contrôle. Si j'ai envie de garder, si j'ai pas envie de garder, si j'ai envie de vomir, si j'ai pas envie de vomir, si j'ai envie de manger, si j'ai envie de manger. Mais quand t'as envie de guérir et que tu te rends compte que tu contrôles rien, en fait, parce que t'as envie de manger, mais c'est dur, t'as envie de manger, mais tu pleures pendant 5 heures quand tu es en train de digérer, tu te regardes dans la glace, tu te trouves grosse, la balance, ça devient la plus grosse angoisse de ta vie. Et en plus, dans les hôpitaux comme ça, on se pesait assez fréquemment. Nous, c'était tous les 2 jours ou un truc comme ça. Je suis arrivée là-bas, j'étais sous antidépresseur. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, je vais jamais guérir, donc autant mourir. Parce que je me suis dit, franchement, si toute ma vie, c'est ça. Et là, tu te rends compte que t'es pas normal. Parce que là, tu te rends compte que c'est pas les gens qui sont fous, que c'est toi. Et je me disais,
mais pourquoi les gens, ils arrivent à manger et pas moi? Enfin, genre, Mm. pourquoi quelque chose qui a l'air si simple pour tout le monde Mm. est un fardeau pour moi et on parle de quelque chose que tu dois faire tous les jours, 3 fois par jour. Effectivement. Et je sais que il y a vraiment de mes 15 à mes 17 ans, j'étais persuadée, mais genre persuadée à 100%, Mm. que c'était soit j'allais être malade toute ma vie, Mm. soit et que du coup, il fallait que je meure. Ok. Pour moi, il n'y avait pas d'autre issue. Perso, je l'ai pas du tout vécu comme ça. J'avoue, je dirais pas que, franchement, moi, je peux pas dire que j'en ai de très bons souvenirs parce que c'est pas du tout le cas. Mais j'aimais vraiment bien être Ah malade. oui, ben on a capté. Ouais, non, Enfin, j'ai franchement, capté. ouais. J'aimais bien, j'étais assez consciente que c'était de la boulimie, vomitive ou pas forcément restrictive. Moi, me faire vomir, je l'ai pas fait très 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 longtemps et trop de fois parce que je sais pas si je vais rentrer dans ce détail-là, mais en allant sur des forums, bon, en termes d'avantages, je trouvais qu'il y avait des désavantages qui étaient assez désavantageux. Comme Les dents qui se déchaussent, ouais, c'est vrai. bah aussi des carences alimentaires. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a fait arrêter et d'apprendre conscience qu'il fallait quand même pas dépasser des certaines limites quand j'ai commencé à perdre mes cheveux. Ça, c'était dur. Ah ouais. Ça, c'est dur. Pourtant, pendant toute ma maladie, si on peut dire ça comme ça, j'aimais trop avoir la tête qui tourne. Ah ouais. Ah oui, mais moi, moi, j'aimais trop les sensations. J'étais. C'est de la drogue pour toi? Non, mais c'était en mode, ouais, là, c'est bien. Là, genre, si ta tête qui tourne dès que tu te lèves, c'est que, je sais pas, je me sentais vide et j'aimais énormément me sentir très vide quand je marchais énormément, beaucoup. Et j'aimais aussi ne pas avoir le temps de manger. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je créais toutes les circonstances. Et dès que je voyais que, voilà, faire 10 000 pas, c'était rien. Vraiment, pour moi, c'était rien. Alors que maintenant... En tout cas... Maintenant, on en parlera après. Le maintenant, on en parlera après. Mais non, franchement, j'aimais bien marcher. Je marchais énormément, beaucoup. Je marchais avec des talons parce que je savais que ça demandait plus d'efforts et tout. Je faisais des distances énormes. Et j'aimais beaucoup avoir cette sensation de mince, j'ai oublié de manger et tout, il est 18h. Bon, bah, c'est pas grave, je vais me coucher et je mangerai demain. Tu vois, genre, je créais un peu des circonstances qui faisaient que, ouais, je mangeais très, 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 très peu. Et je perdais vraiment beaucoup de poids. Mais j'étais pas bien. Genre, physiquement, j'étais pas très, Ouais, très bien. toi, tu l'as ressenti physiquement que t'es pas bien. J'avais tout le temps la tête qui tournait, je faisais des malaises. Perdre mes cheveux, je les ai perdus quand même tard. Je pense là, c'était à la fac, tu vois. Donc, j'avais déjà la vingtaine. Mais après, moi, c'est vrai que les TCA, ça a commencé... et ben, pareil, moi, c'était un peu une jonction troisième, terminale... Non, troisième... Seconde. Non. Oui, bah oui, troisième, seconde, bah, le collège, au lycée. J'ai perdu énormément de poids parce que j'ai enchaîné tout ça. Je marchais énormément, je faisais toutes sortes de régimes, j'allais tout le temps sur les forums, je mangeais tout ce qu'ils disaient de manger, c'était n'importe quoi. Franchement, c'était même pas bon, c'était n'importe quoi. Et en fait, c'est vrai que bah, mon entourage, ils étaient pas forcément contre parce que bah, j'étais un peu chubby. Donc ils disaient, bah, fais un petit régime. Mais quand je suis arrivée au lycée, j'avais perdu beaucoup de poids. Et le regard des autres, pour moi, c'était encore plus motivant. Parce que je passais de cette fille un peu bouboule, la meuf drôle, à une femme plus. Et tout le monde me faisait la remarque. Mais énormément de gens me faisaient la remarque. Ah, t'as perdu du poids, mais ça te va trop bien et tout, ça te va trop bien. Et forcément, bah, tu dis, bah, c'est génial, bah ouais. J'ai trouvé la méthode. Et après, bon, c'était le lycée, c'était pas non plus traumatisant non plus. Je me faisais plus harceler d'ailleurs, plus du tout. Ouais, mais attends, tu dis quand même que t'avais cette sensation de tête qui tourne et tout ça, etc. Comment t'as géré tes études? Ça, même au lycée, on parlera de la fac après, mais... Le lycée, ça va. Le lycée, ouais. Après, bon... Ouais, mais quand même. Moi, je trichais quand même énormément. Je trichais beaucoup, oui, donc... C'est vrai que tu étais tricheuse. ouais, franchement, je trichais beaucoup parce que tout ça, c'est un peu un rapport avec la manière dont tu te perçois. Je me dévalorisais énormément. Je me trouvais pas belle, dysmorphophobie, mais moi, je pense que bah, depuis le CE1, hein, genre, j'ai jamais réussi à me trouver mince. Genre, jamais. Il faut beaucoup de recul. Genre, peut-être quand je vois des photos d'avant, je me dis, purée, mais en fait, j'étais très mince. Tu m'as montré des photos, t'étais très mince quand même. Ouais, très mais mince. sur le moment, je me suis jamais de ma vie sentie mince. C'est bizarre parce que je me regardais dans la glace. Des fois, je savais que j'étais amincie,
mais je me trouvais quand même grosse. Après, Tu trichais déjà au lycée? oui, je trichais déjà, mais après, pour moi, c'était pas... Après, de toute façon, la fac, c'était pour moi très, très dur. Parce que c'est pas le même niveau d'exigence. Le lycée, bon, c'est le lycée, quoi. Je pense que j'étais toujours un peu limite. Et dès que je me rendais compte que c'était chaud en mode on parle de redoublement, là, je commençais à vraiment bosser et tout. Et à vraiment tricher et tout. Et, et tout allait très bien. Donc ça passait. Après, la fac, c'était très compliqué. Parce que t'as besoin d'avoir un cerveau qui fonctionne oui. bien. Et faire des malaises tout En le fac temps. de droit? Ouais, fac de droit. Mais ça a accentué beaucoup les choses. Hein, parce que du coup, là, c'était plus moi qui créais les circonstances. J'avais vraiment plus le temps de manger. J'étais tout le temps en train de courir à droite à gauche. Les pauses, elles sont pas à midi. Donc, je sais pas si c'est tout le monde, mais moi, en général, si j'ai pas mon heure à laquelle je mange, après, j'ai peut-être plus faim, tu vois. Ouais. Si je mange pas à midi, après, bah, j'ai plus faim à 14h. Donc, je vais pas manger. Et la fac, ouais, je crois que c'était le pic où j'ai développé beaucoup d'autres troubles d'anxiété. J'avais des tocs. Ouais, franchement, j'étais pas bien. À la fac, c'était très traumatisant. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on parle un peu plus de la fac. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que toutes les personnes qui sont en fac de droit, enfin, en tout cas, moi, toutes les personnes que j'ai connues qui sont en fac de droit, elles développent des troubles. Je sais pas, il y a quoi là-bas? Mais c'est vrai que ça a l'air très anxiogène, très compliqué. C'est très dévalorisant, je pense. Parce qu'on te fait comprendre que... je me rappelle, je pense, le premier cours, on nous a dit, bah, regarde la personne qui est à droite, à ta gauche, l'année prochaine, elle sera plus là. Hein. Ah ouais. Ou même le prochain semestre, elle sera plus là. Parce que vous allez tous abandonner, parce que c'est que le haut du panier qui arrive à faire ses études et tout. On te fait comprendre que c'est dur et que t'as pas forcément ta place. Les profs, désolé, mais beaucoup, pas professeurs, mais j'irais chargé de t'aider. Beaucoup un peu complexés ou je sais pas comment dire, amers, beaucoup amers. Donc ils te transmettent leur amertume, ils déversent sur toi leur frustration de pas forcément être avocat ou de pas forcément gagner bien sa vie ou de pas et de travailler énormément et tout. Enfin, c'est du mal-être que tu transmets aux autres et ouais, c'est très dévalorisant parce que bon, personnellement, physiquement ça allait pas. Mentalement, j'ai l'impression d'être très 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 bête parce que tu vas faire énormément d'efforts à avoir des notes catastrophiques en travaillant beaucoup. Et ça n'a rien à voir avec le lycée. La fac, c'est ta volonté toi-même. Donc tu te bats un peu contre toi-même et en même temps, faut gérer, avoir une vie sociale. Tu vois qu'il y en a, ils ont une vie sociale tout à fait normale. Et toi, tu te dis, ouais, non, moi, je peux pas. T'as pas de vacances. Enfin, c'était horrible. La fac, c'était... je sais pas si c'était les pires années de ma vie, mais c'était horrible en tout cas. Ouais, très stressant. T'as l'impression qu'il y a rien qui va en fait. Il y a rien qui va et c'est très humiliant aussi. Quand tu penses que tu as un minimum de connaissances ou quand tu penses que oui, voilà, j'ai bien travaillé et tout, je devrais avoir une bonne note, et qu'un prof te dit non, mais je te mettrai jamais 18, t'es qu'un étudiant en licence, quoi. Genre, tu crois que tu peux avoir 18? Genre, non. T'auras 15, max. Vraiment max. Et au final, t'as quoi? T'as 2. T'as 2, t'as 3. C'est des notes que t'as pas trop au lycée. Bah oui. Donc voilà. Je voulais aussi rebondir sur ce mal-être. Parce que j'ai parlé de harcèlement quand j'étais petite aussi, mais j'ai harcelé aussi des gens. J'ai harcelé aussi des gens parce que ce mal-être-là, je trouvais que c'était tellement injuste d'être une personne qui va être frappée comme ça, gratuitement. Genre, tu vois peut-être 200 élèves et c'est moi que tu viens frapper gratuitement parce que tu sais que je vais rien faire, je vais rien dire. Et genre, ça, tu trouves ça normal. Et j'étais très... je trouvais que c'était très injuste, ce rejet-là. Donc, pour pas moi me sentir rejetée, j'avais toujours le besoin de rejeter quelqu'un dans un groupe, que quelqu'un se sente mal, comme ça c'est pas moi. Genre quelqu'un se fasse harceler, comme ça c'est pas moi, comme ça je suis genre un petit peu saine et sauf, tu vois, genre je m'en sors bien. Comme ça c'est pas toi en fait. Bah oui, c'est juste pour que ce soit pas moi. Désolée à toutes les personnes que j'ai harcelées, mais de toute façon, je leur ai de toute façon, elle s'est déjà excusée. Je me suis déjà excusée, oui. J'ai eu un bon enseignement qui m'a montré aussi que... Parce qu'on n'en a pas trop parlé, on a commencé avec l'église, mais en arrivant à l'église et tout, franchement, je me suis dit, ok, amour, pardon, parce que c'est le thème de notre église, disons ça comme ça, c'est sur quoi on base beaucoup le message. Mais moi, je me sentais pas comme une personne qui devait recevoir le pardon de quelqu'un, mais plus comme une personne qui devait demander pardon, parce que je me rendais compte que j'avais fait beaucoup de mal, que je me détestais, donc il fallait que moi-même je me pardonne, que je demande pardon à plein de gens à qui j'ai fait du mal. Je me rappelle, j'ai eu une période, peut-être que des personnes vont se reconnaître, où je demandais pardon à tout le monde.
Il y avait des filles et j'étais trop horrible avec elles, des garçons aussi avec qui j'étais méchante. Je jugeais les gens sur leur physique parce que j'avais un jugement sur le mien. Donc pour moi, c'était facile d'être dur avec les autres quand t'es dur avec toi-même. Et ouais, franchement, j'ai demandé pardon et tout. Et c'est que très tard où cette fille-là qui m'avait demandé de lever mon t-shirt devant les copines, c'est très tard où je suis allée vers elle. Pas pour lui demander pardon, parce que du coup, j'avais rien fait, mais pour lui dire que je lui pardonne. Et c'était très dur. Ça m'a mis 15 ans, finalement. Ouais. Wow. Et c'était vraiment dur. J'avais pas envie de lui dire à quel point... non. Je savais que t'allais pleurer un jour. J'avais vraiment pas envie de lui dire à quel point ça m'avait impacté, parce que je trouvais que ça allait lui donner, je sais pas, de la force, tu vois. Genre, je me disais... ok, je vais lui dire que ouais, quand on était petite, ouais, tu m'as harcelé et tout, mais je te pardonne. Mais je me rappelle, il y avait une fille à l'église, une sœur, elle m'a dit non mais dis-lui que ça t'a impacté, dis-lui que ça t'a fait du mal, dis-lui l'impact sur ta vie, encore aujourd'hui, parce qu'à l'époque, j'étais encore beaucoup dans les troubles du comportement alimentaire. Non pas que ce soit sa faute, hein, parce qu'elle était jeune et tout, et qu'il y a eu d'autres circonstances, mais du coup, je lui ai dit ouais, franchement... j'étais en train de me bâtir et ma confiance en moi, et franchement, avec ça, c'était compliqué. C'est compliqué. Ouais. Tu disais que tu avais peur que ça lui donne de la force de lui donner ce pardon-là. Mais pourquoi, en fait En fait, j'avais pas envie qu'elle se rende compte de l'impact qu'elle a eu sur moi. Ça avait eu sur toi, ok. Parce que je me disais, en vrai, elle sait pas. Enfin, elle sait. Parce que pendant que j'étais dans ce processus-là, c'était un moment d'élection municipale, tu vois. Et ça se faisait dans ton... je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, en vrai, j'en sais rien du tout. Mais moi, ça se faisait dans ma primaire. Ouais, nous aussi. Ok, donc ça doit être commun. Et ouais, donc je suis allée dans ma primaire. Et en fait, j'étais dans un gros questionnement en me disant, mais est-ce que t'as pas un peu maxé? Est-ce que tu te faisais vraiment harceler? Est-ce que c'est pas toi qui étais un peu juste trop sensible? Parce que manifestement, je suis sensible. Est-ce que t'as pas un peu surjoué la chose, tu vois? Et pourtant, quand je suis allée dans cette école, j'ai eu des flashs. Genre le préau, là, l'endroit où ça s'est passé, précis, ou même où l'endroit où on m'avait frappé, l'endroit où on m'avait étranglé, je voyais tous ces endroits et j'étais pas bien. Je me suis dit, non, j'ai rien inventé. J'ai rien inventé. Donc du coup, j'y suis allée avec un peu de confiance quand je lui disais que oui, à cette époque, ça s'appelait pas comme ça et tout, mais c'était quand même pour moi de l'harcèlement. Mais je voulais vraiment pas faire un message d'accusation. C'était pas le but, tu vois. Le but, c'était vraiment de lui dire... je sais pas si tu t'en rappelles, mais si jamais tu t'en rappelles et que ça t'impacte, mais sache que moi je te pardonne et que tu peux te sentir libre. Genre, j'ai pas envie que la meuf... Enfin, moi, je sais l'impact que ça peut avoir d'avoir harcelé quelqu'un, puisque moi, je sentais beaucoup de culpabilité par rapport à des gens. Notamment une fille, purée, j'avais un peu occulté ça, mais une fille que j'avais beaucoup harcelée. C'était aller loin et tout. Quand je lui ai demandé pardon, je me rappelle, elle m'avait dit oui, mais tu te rends pas compte, j'aurais pu me suicider. Et j'étais là, ouais. Mais si, elle aurait pu très bien se... Et ouais, ça c'était au collège. Et donc en fait, oui, j'ai vécu avec cette culpabilité-là, et je me dis peut-être qu'elle aussi, elle est dans cet état-là, et peut-être que ça la freine dans certaines choses et tout. Donc je voulais vraiment qu'elle se sente libre et qu'elle se dise pas ouais, cette personne elle m'en veut, est-ce que... Et voilà, donc je lui ai envoyé ce message-là où dans le message, je voulais vraiment lui donner beaucoup d'amour et lui dire que voilà, ça m'a impacté, oui, parce qu'on va pas se mentir. C'était gratuit, oui. Mais ça va. Aujourd'hui, franchement, au travers ce move que j'essaie de faire vers elle, je suis en train de guérir. J'ai vraiment dit adieu. C'est la honte d'aller parler à quelqu'un 15 ans après pour lui dire ça. Ça se trouve, la meuf, elle va dire, mais t'es qui? C'est la honte, mais si je le fais, c'est parce que j'ai vraiment envie de guérir. Genre, là, c'était ma période où j'avais envie de guérir, j'avais plus envie d'avoir... aussi peu confiance en moi, autant de questionnements, que ce soit physique, que ce soit dans mon caractère et tout, peur de déranger, peur d'être moi-même, au point où tu te perds, où tu sais même plus c'est quoi ta personnalité, tu sais plus c'est quoi ton caractère, puisque tout ce que tu fais, c'est pour plaire. Ouais. La manière dont t'es, c'est pour plaire, pour te faire accepter. Donc voilà, donc je lui ai fait ce message-là, et bon, heureusement que le processus de pardon était déjà avancé dans mon cœur, parce qu'elle m'a dit, je vois pas de quoi tu parles. Elle m'a dit, je vois pas de quoi tu parles. Je me rappelle pas, mais ok. Mais j'étais là, ok. J'ai dit non, mais t'inquiète pas, hein, je t'attaque pas et tout, y a rien, tu vois. Mais elle m'a dit non, mais ok, d'accord, y a pas de souci.
Et comme j'avais déjà pardonné à cette personne-là, je me suis dit, j'aurais aimé quand même qu'elle dise oui, j'avais quelque chose contre toi ou oui, j'ai fait ça enfin une raison, tu vois, de me dire que c'était pas juste sans raison, qu'il y avait une raison, ça m'aurait rassuré. Mais non, du coup, je me suis accrochée quand même à mon Dieu. Je continue à prier pour que ça continue de ne plus m'impacter et que je puisse continuer de guérir. Pour raconter un peu le processus, au début, du coup, moi, j'avais pas envie de guérir, comme je te l'avais dit. J'étais là, ah non, mais moi, ça me va très très bien. Je me rappelle, je te disais en audio, mais si je suis plus boulimique, je vais devenir obèse. Ouais. J'étais là, mais c'est J'étais choquée, les gars. C'est vrai, c'est ce que je pensais. Mais c'est ce que je pensais. Je me suis dit, oui, parce que je savais que je mangeais pas correctement. Je mangeais énormément de sucreries. J'avais pas le temps de manger sainement. Entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça, mais j'avais pas envie de manger sainement. C'était plus réconfortant pour moi. Je voyais comme la nourriture comme un réconfort quand t'es triste et aussi une récompense quand t'es heureux. Ouais. Donc, en fait, tu manges tout le temps, finalement, n'importe quoi, parce que tu manges tes émotions, comme on dit. Donc, je me disais, ouais, s'il y a pas derrière quelque chose qui va compenser tout ça, je vais prendre beaucoup de poids, ce qui est logique. Mais moi, ce qui m'a vraiment été mon déclencheur pour guérir, c'était l'amour de Dieu. C'est bizarre parce que cet amour-là, je me suis dit, ah ouais, purée, Dieu, il m'aime vraiment moi. Genre, il aime pas toute la population humaine parce qu'il nous a mis là et qu'il est obligé de nous aimer parce qu'on est ses enfants. Il m'aime, genre, moi, personnellement. Et il y a un verset qui dit que... je pourrais pas le reciter tel qu'il est, mais qui dit à peu près que si 99 brebis s'égarent, que lui, il va s'éloigner pour aller chercher cette seule brebis sur 100, du coup 99 sur 100, cette seule brebis qui s'est égarée. Et ça m'a beaucoup impacté parce que je me dis, mais c'est pas possible. C'est quoi le bénéfice d'aller chercher une brebis s'il y en a 99 qui peuvent se perdre si tu t'éloignes? Et en fait, c'est beaucoup comme ça que moi, je matérialise l'amour de Dieu. Ouais, ça m'a beaucoup touchée en allant à l'église de me dire, purée, Dieu, il t'aime, genre toi. Vraiment. Genre, c'est bizarre, hein. Parce que quand on me disait ça... Avant, tu croyais pas? Ça m'énervait. Franchement, les chrétiens qui disaient... Je t'aime. Dieu t'aime, ma sœur, et tout. Je me rappelle, en plus, on me l'avait dit... on me l'avait dit et tout. Et je me suis dit, ok. Et du coup... Enfin, ok. Enfin, genre, très bien. Coup, en même temps, il est obligé de m'aimer. Enfin, il m'aime là. En même temps, il m'aime comme un parent qui t'aime. Donc, ça veut dire qu'il t'aime jusqu'à ce que tu fasses pas de bêtises. Parce que moi, je percevais l'amour comme ça, l'amour des hommes, et pour moi, l'amour des hommes, elle était limitée à ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Genre, pour moi, je me disais, mes parents, ils m'aiment parce que je fais des belles études, je suis bonne à l'école, parce que je suis obéissante, parce que je fais pas trop de bêtises. Donc, encore heureux, finalement, qu'ils m'aiment. Et je me disais, par contre, le jour où je déconne... la personne qui t'aime. Ouais, c'est chaud. Donc, c'est pour ça que je me mettais beaucoup la pression par rapport à l'amour de mes parents et tout. Je faisais tout en fonction de ça. Limite, je dirais mes études, ouais, c'était un peu en fonction de ça pour les rendre fiers. Même si j'aimais bien aussi un peu le droit, mais c'était pas... Ouais, tu voulais vraiment impressionner tes parents. Genre la manière dont on va voir nos parents, c'est vraiment la manière dont on verra Dieu aussi. Par la suite. C'est beaucoup ça, ce qui fait qu'on voit Dieu comme quelqu'un qui va te réprimander, quelqu'un qui va pas te pardonner facilement, quelqu'un qui attend de toi quelque chose tout le temps, qui attend que tu te comportes comme un enfant modèle, quelqu'un qui attend que... voilà, mais Dieu, l'amour de Dieu, il ne change pas, que tu sois en train de faire n'importe quoi, comme que tu sois en train d'aller à l'église tous les dimanches. C'est pas ça qui va conditionner l'amour de Dieu. Et ça, quand je l'ai compris, en fait, je me suis dit, mais ça m'a aidé à avoir de l'amour pour moi-même. Parce que quand on est chrétien, je pense qu'on connaît tous la prière qui dit pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, etc. D'aimer son prochain comme soi-même. Moi, je me disais, mais comment je peux aimer mon prochain si je m'aime pas moi-même? Genre, pour moi, c'était vraiment la question que je me disais, mais c'est pas possible. Et je détestais les gens. Vraiment, j'étais très méchante, très hautaine quand j'étais dans les TCA, parce que j'étais très frustrée, très blessée. Et on en revient au caractère type des personnes en droit, finalement. Je sais pas si c'est que le droit, je pense pas d'ailleurs. Mais ouais, quand t'es frustré, tu peux donner que de la prestation. Bah oui, en fait, tu donnes que ce que tu reçois. Exactement. Et ouais, donc franchement... c'est l'amour de Dieu que j'ai expérimenté qui a été un déclencheur pour la guérison. Et là où je me suis dit, j'ai pas besoin d'être filiforme pour plaire à Dieu. Parce que je pensais qu'il fallait que je sois quand même très mince pour plaire à mes parents. Allez pas me demander pourquoi. Mais j'étais convaincue que ça jouait. Dans leur amour, j'étais convaincue que ça impactait quelque chose et tout.
Donc voilà, ouais, quand j'ai compris que Dieu il m'aimait, peu importe, ben, j'ai commencé à avoir envie de guérir. Et quand je voyais aussi l'impact sur mon rapport avec les autres, ben, je me suis dit, mais c'est pas possible, genre, t'es méchante, t'es hautaine, tu détestes les gens, tu méprises les gens, tu juges les gens, euh, t'es pas vraiment une bonne personne, tu vois. Et t'es pas heureuse. Bah non. Parce qu'en plus, ça t'apporte aucune Bah oui, satisfaction. c'est ça, en fait. En plus, tu fais semblant. Parce que d'un œil extérieur, ça se voit pas forcément. Parce que tu te dis, ah, bah ça va, elle, tout va bien dans sa vie. Mais non. Genre, des fois, j'étais seule chez moi et tout. Bah, je pleurais, comme ça. De tristesse profonde. Après, j'essuie mes larmes et je fais semblant. Et c'était tout le temps comme ça. Et là, je me disais, mais non, c'est fatigant. C'est un peu fatigant. Donc voilà. Mais moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit, parce que tu dis que c'est l'amour de Dieu qui t'a donné, qui a été ce déclencheur de guérir, enfin de guérison pour toi. Et pour le coup, que Dieu bénisse vraiment le pasteur André Lasme et la pasteur et prophétesse Mireille Lasme pour l'enseignement qu'ils nous ont donné, qui est l'amour et le pardon de Jésus. Et vraiment, parce que je sais que moi, c'est le pardon. Moi, quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais 17 ans. D'ailleurs, je ne suis pas sortie, j'ai fugué de l'hôpital, mais c'est une autre histoire, je pense. Je m'en suis rendu compte que quand je suis arrivée à l'église il y a 4 ans, que en gros, je pensais que j'avais plus de troubles du comportement alimentaire, mais en fait, c'était pas vrai, parce que j'ai remplacé mon addiction avec la nourriture avec mon addiction pour la... Et en fait, quand j'étais en train de penser à cet épisode-là, je me suis rendu compte qu'en fait, jusqu'à 2023, parce que j'ai arrêté de fumer en janvier 2023, quand je fumais, je mangeais en fonction de si je fumais ou pas. Attends, en fait, pause. Quand tu fumais, ouais, tu mangeais en fonction... Moi, je fumais de la tout le temps. Oui, parce que la fait maigrir, c'est ça? Alors, pas tout le monde. Dire ça. Non, alors en fait, non. Mais déjà, c'est faux parce qu'en fait, ça réagit différemment selon tout le monde. Moi, j'ai une pote, par exemple, elle fumait. Elle l'a jamais maigri, elle a arrêté, ça n'a rien changé. Moi, j'ai arrêté, j'ai pris 10 kilos. Donc, en fait, ça va dépendre du corps, de la personne en fonction de tout. Donc, ça fait pas maigrir. Mais moi, c'est surtout parce qu'en fait, tant que j'avais pas fumé, j'avais pas faim. Et je fumais pas tous les jours à 10h du matin. Donc, en gros, si je fumais qu'à 18h, j'avais faim qu'à 18h. Et vraiment, pendant 10 ans, parce que de mes 17 ans à mes 26 ans, ouais, j'ai fumé. Enfin, 16 ans à mes 26 ans. Ma manière de manger était vraiment dirigée par le fait si je fumais ou pas. Donc, ce qui fait que je gardais quand même un mini contrôle indirectement, parce qu'il était moins axé sur si je vomis pas, sur la nourriture ou pas la nourriture. Mais vraiment, quand je suis arrivée à l'église et que j'ai demandé à Dieu, vraiment une des premières prières que j'ai faites quand vraiment j'ai connu Dieu et que je me suis rendu compte que Dieu m'aimait, c'était Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qui fait que je peux pas avancer? Et j'ai fait cette prière et franchement, Dieu m'a répondu très, très, très vite. Et je me suis rappelée d'une agression que j'avais subie à mes 12 ans. Et c'est fou parce que c'est une agression que j'ai subie entre la 5e et la 4e. Ok, donc quand tout pile poil quand ça a commencé. Okay. Sauf que jusqu'à 2022, moi, c'est quelque chose que j'avais oublié. T'avais oublié le lien ou t'avais oublié Non, j'avais oublié l'agression. Ah ouais. Moi, Et pourtant, ce qui est très bizarre, parce que je me suis fait agresser la deuxième fois à mes 17 ans. Et ça, par contre, c'est pas un truc que j'avais oublié. Attends, pardon, parce que qu'est-ce que t'as oublié? Est-ce que t'as oublié l'acte ou t'as oublié que t'étais pas consentante? L'acte, tout. Ok. Genre, moi, je me rappelais que je m'étais fait agresser à mes 17 ans, mais pas à mes 12 ans. Ok. Vraiment, voilà. Et après, il y a un terme psychologique sur ça, genre, je crois que c'est amnésie dissociative, mais bon, après, je suis pas psychologue. Quand je me suis rappelée de ça, après la prière que j'ai faite, je me suis dit, waouh, en fait, la psy, elle avait raison. Quand elle disait à ma mère, la première psy que je suis allée voir, elle disait, c'est forcément passé quelque chose. Bah oui, c'était passé quelque chose, en vrai. Oui. Mais même au moment où je suis allée la voir, donc, qui était quelques mois après, j'étais en mode, bah non, il s'est rien passé, tout va bien. Attends, pose, j'ai encore une question. Tu t'en rappelais pas au moment... Parce que là, on parle... Attends, je suis un peu confuse. Là, on parle de quand t'as fait cette prière à Dieu, donc bien plus tard. Ouais. Donc, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans. Par contre, sur le moment, quand t'étais en plein anorexie, tu t'en rappelais? Non. Ok, donc t'as oublié, J'ai oublié. Dès que le moment il s'est fini, c'était le lendemain, ça n'existait plus dans ma tête. Ok, énorme. Bah, ça fait peur. Parce que quand j'ai fait cette prière, je me suis dit, waouh, j'ai oublié quoi d'autre? Parce que genre, si tu... Mais t'étais convaincue que ça s'était passé? Parce que quelque chose que t'as oublié... Désolée, hein, parce que j'ai vraiment envie de bien comprendre. Mais quelque chose que t'as oublié, comment tu peux être sûre quand tu t'en rappelles, sachant que c'est pas rien? Genre, tu te dis, est-ce que...
Genre, ça s'est vraiment passé? Ou est-ce que c'est genre, oui, genre, je me rappelle, en fait, oui. Bah, tu t'en rappelles parce que moi, j'ai rêvé de ça après avoir fait cette prière. Et en fait, quand je me suis réveillée, je ressentais tout. Genre, en fait, c'est comme si, genre, je le revivais. C'est horrible. Quand vous faites cette prière, faut être prêt. Moi, je vous le dis. Hein, parce que... Ça va pas forcément se passer comme ça. Pas pour tout le monde. Non, mais je dis ça parce que moi, sur le coup, ça m'a détruite. Parce qu'en fait, pendant des années, j'étais dans le déni. Donc, tu reprends ça et tu te dis, ah ouais, mais en fait, ma vie, elle est basée sur quoi? Enfin, genre, tu vois, c'est... Sur le coup, c'était vraiment chaud. Mais ça m'a détruite. Mais j'encourage quand même à faire cette prière parce qu'en fait, quand tu le fais et que tu as l'amour de Dieu, c'est différent. Dans le sens où Dieu me faisait comprendre que, bah, en fait, toute ta vie, tu l'as basée sur ça inconsciemment parce que tu t'en rappelais pas. Mais en fait, aujourd'hui, tu as un message qui est l'amour et le pardon. Et tu as le pouvoir, si tu le veux, si tu crois en mon amour, si tu crois en fait au ce message qui est prêché, de changer en fait, genre l'état dans lequel tu es actuellement. Et ça m'a pris très 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 longtemps, 6 mois. C'est pas très longtemps. Bah c'est énorme. Bah, parce qu'en fait, tu te rends pas compte, mais c'est 6 mois où du coup, t'es mal. Attends, ça t'a pris très longtemps de quoi? Pardonner. Bah c'est pas énorme, 6 mois. Bah 6 mois quand t'es en dépression parce que tu es en train Pardonner à de... la personne qui t'a violé? Bah, alors déjà, ça, en vrai, de mes 12 ans à mes 26 ans, ça a pris pas 6 mois, du coup, ça a pris 14 ans. Mais en fait, 6 mois, c'est long pour moi quand tu souffres, parce que je souffrais, en fait. Et en plus, à ce moment-là, je venais de connaître l'église. Je n'étais pas en train de servir à l'église, tu vois ce que je veux dire? Donc ma foi, elle était pas solide. Tu vois ce que je... Enfin, c'est pas... Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi 6 mois, ça paraît... En fait, parce que quand t'es bah, 6 mois, quand tu reviens tous les jours, je peux te jurer que c'est long. Ah oui, d'accord. C'est pas genre 6 mois, tu vis ta vie, ah, coucou, ça va, et tout. Non, non, mais ce que je pensais que c'était que tu disais, bah, j'ai mis 6 mois à lui pardonner et tout, c'était long, alors que une personne qui s'est fait agresser, je pense que, bah, elle pense qu'elle pardonnera jamais et que 6 mois, Ah, mais moi, je pensais que j'allais jamais pardonner. Hein. Bah oui, mais c'est normal. Enfin, et en fait, le truc, c'est que là, si je l'avais pas fait, si je m'en serais souvenu, je me serais tuée parce que les 6 mois là, entre le moment où je m'en suis rappelé et le moment où j'ai pardonné, c'était les pires 6 mois de ma vie. Parce que j'étais en mode, je vais jamais y arriver. Et en fait, c'était devenu une question de vie ou de mort. C'était en mode, c'est soit je pardonne, soit bah, je vais pas, enfin, c'est pas possible. Enfin, je vais retomber dans des trucs qui étaient pas forcément bonnes pour moi. Et c'est pour ça que vraiment, je veux vraiment dire que Dieu bénisse vraiment Papa André parce qu'il nous a vraiment fait comprendre que le pardon, tu le fais pour te libérer toi. Pas forcément pour excuser ce que la personne elle a fait, mais tu le fais parce que c'est toi en fait, c'est ton amertume, c'est ta colère, c'est ta tristesse, enfin c'est toi qui te bloque en fait à travers ce pardon. Et heureusement que j'ai compris ça parce que du coup je m'attendais pas forcément à ce que la personne en face de moi le reconnaisse. Je voulais juste libérer mon cœur en fait. Et par contre, je sais que pendant ces 6 mois, j'ai fait des prières de fou. Les 3 premiers mois, mes prières, c'était pas j'ai envie de pardonner. Hein. Mes prières, c'était bah, comment je peux pardonner un monstre? Comment toi, Dieu qui m'aime, tu peux me dire de pardonner quelqu'un qui m'a fait ça? Et puis si tu m'aimes, pourquoi je dois pardonner ça? Et puis comment ça marche? Et puis comment je suis censée ne pas détester cette personne? Et comment je suis censée lui manifester de l'amour? Et après, s'en arriver à bon, mais j'arriverai pas à le faire. Si t'es vraiment Dieu, bah montre-moi que genre tu peux me changer, tu peux changer ma manière de le voir. Tu peux me donner de la compassion pour cette personne. Tu peux faire en sorte que je puisse lui démontrer de l'amour. Et après, c'était, Seigneur, j'ai vraiment envie de le faire. Aide-moi. Ça a vraiment été un processus, genre, ça a été très long. Et genre, au bout d'un moment, quand j'ai vraiment été convaincue qu'il fallait que je le fasse, bah, ça a brûlé en moi. Genre, je me rappelle, je me suis réveillée un matin et j'ai appelé bah, les personnes avec qui je parlais à l'église. Et je leur disais, là, il faut que vous priez pour moi. Là, aujourd'hui, tout le monde prie pour moi. C'est aujourd'hui. Genre, là, jeûnez, faites ce que vous voulez, mais c'est aujourd'hui que ça va se passer. Et Dieu a vraiment fait grâce à travers cet acte de pardon parce que avant même que... Parce que lui, du coup, il y a eu un miracle sur lui derrière ça. Il a vraiment été guéri d'une maladie, etc. Mais je sais que quand j'étais en train de lui pardonner, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un poids qui sortait de mon cœur. C'était physique. C'était physique. Genre, j'ai senti vraiment un truc sortir de mon cœur. Et je me rappelle quand j'ai raccroché... c'est la première fois de ma vie, en 26 ans, que je me suis sentie libre. J'ai senti une paix. J'ai senti une joie indescriptible. Et c'est à partir de ce moment-là où Dieu m'a vraiment convaincue du péché. Dans le sens où, avant même d'arrêter les TCA, etc., le premier truc que j'ai voulu arrêter, déjà, c'est de fumer. Et ce qui était devenu ma vraie addiction à ce moment-là, genre à chaque fois que je fumais, je me sentais pas bien. Et 6 mois après, j'ai arrêté de fumer. Et là, genre à chaque fois que j'étais dans les TCA, j'étais en... Enfin,
l'amour de Jésus, moi, je l'ai compris quand j'ai pardonné. En fait, quand j'ai pardonné, j'ai dit, ah ok, toutes les prières que j'ai faites, elles ont été entendues. Dieu, il m'a vraiment aidé à pardonner parce que c'est vraiment pas moi. Aucune personne, par ses propres forces, peut te dire qu'elle va pardonner une personne qui l'a agressée sexuellement. Ça n'existe pas dans le monde des humains. Donc, je savais que c'était Dieu et que c'était pas moi. Et je me suis dit, ah, Dieu, il m'aime vraiment. Dieu, il m'aime vraiment. Donc, si Dieu, il m'aime, si Dieu, il a permis ça, que ça puisse arriver, bah, tout peut arriver. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment cru au verset, genre, tout est possible à celui qui croit, parce que c'est parce que j'ai fermement cru que Dieu m'aimait, que Dieu pouvait m'aider à pardonner cette personne, bah, que j'ai pu avoir la force de le faire. Et là, tout a changé. Mais, on a beau dire tout ça, j'ai quand même envie de pas mettre une utopie sur la guérison des TCA. Parce que si ça fait tant d'années que tu as des mauvaises habitudes, ben, déconstruire ça, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, je peux pas dire que je suis pas guérie parce que déjà, aujourd'hui, je mange. Je me fais pas vomir. Là, ce qui est plus aujourd'hui, genre qui va plus être compliqué pour moi, c'est me détacher du rapport que j'ai à mon corps. Et d'ailleurs, c'est fou parce que c'est il y a pas si longtemps, mais cette année même, où à un moment, je me regardais dans le miroir et j'ai vraiment senti Dieu me dire quand est-ce que tu vas arrêter de te figer sur ton apparence, en fait? Quand est-ce que tu vas comprendre que, genre, moi, je t'aime et que les personnes que j'ai mis autour de toi t'aiment sans condition physique. Genre, non, c'est pas genre ton physique qui va faire en sorte qu'un homme, il va t'aimer ou que tes parents, ils vont t'aimer ou que les gens, ils vont t'admirer. Parce que moi, par exemple, quand je me dénudais, etc., sur les réseaux, en plus du fait que je fumais beaucoup, j'allais énormément à la salle, j'avais quand même gardé ce contrôle sur mon corps et c'était... regardez, aujourd'hui, vous me disiez que j'étais tous hyper maigres. Aujourd'hui, je suis pas hyper maigre. Regardez, je suis hyper bien foutue. Voilà. Personne ne peut rien dire. Moi, je vais à la salle 5 fois par semaine. Regardez-moi, je suis belle. Genre, admirez-moi. Et les gens, quand ils me disaient, ah, t'es trop bien foutue et tout, ça nourrissait mon ego, mais d'une manière, genre vraiment, et c'était devenu addictif et c'était un cercle vicieux. J'avais besoin de montrer à tout le monde que, regardez, en fait, regardez ce que j'ai réussi, ce que moi, j'ai réussi à faire de mon corps. Et ça a été très dur pour moi aussi parce que quand Dieu m'a guérie et que j'ai pris 10 kilos, pour moi, c'est comme si j'avais un peu perdu le contrôle. Et pendant très longtemps, je me suis un peu battue avec Dieu parce que j'étais en mode non, mais je veux reprendre ce contrôle, genre j'en ai besoin. Mais j'ai compris que très récemment qu'en fait, Dieu, il avait justement besoin que non, en fait. Genre, c'est pas que tu n'auras plus le contrôle et tu vas devenir une grosse patate, c'est pas ça. C'est important de prendre soin de ça, de prendre soin de soi, de manger sainement, etc. Et j'essaye, je fais toujours du sport, etc. Mais plus à l'excès, plus pour prouver à moi-même ou à qui que ce soit que genre j'ai encore le contrôle. Et surtout, j'apprends à m'aimer en fait. Que maintenant, c'est triste parce que c'est à 30 ans que tu apprends à t'aimer. Mais j'apprends à m'aimer et je suis consciente en fait que peu importe le corps que j'ai, le poids que j'ai, l'apparence que j'ai, Dieu m'aime en fait. Et en vrai, il y a que son amour qui m'a guéri. Tu sais que tu as dit un truc, je pense que beaucoup de personnes peuvent comprendre et se réfèrent à ça. C'est quand tu as dit, ouais, mais pourquoi en fait? Pourquoi, si tu m'aimes, pourquoi Seigneur t'a permis ça? Et ça, c'est une prière. Le jour où j'ai pris aussi la décision de pardonner à cette fille-là, j'ai vraiment dit à Dieu, vraiment, révèle-moi les blessures de mon cœur, parce que, voilà, peut-être que c'est moi, je suis trop fermée, parce que ça a mis du temps avant que j'entende parler de pardon. Parce que j'écoutais, mais j'entendais pas. Genre, je me disais, pardon, ok, bon, je suis pas la personne la plus parfaite, mais je suis pas non plus, voilà. Je me sentais pas trop concernée, surtout qu'il y avait beaucoup de témoignages dans lesquels je me retrouvais pas, tu vois, parce que les premiers témoignages que j'ai entendus, c'était agression sexuelle. Moi, ça va, ma vie, elle était confortable, finalement, qu'est-ce que tu veux que je pardonne? Bon, ouais. Et l'enfance, elle était pas hyper joyeuse, mais c'est pas... Bon, j'avais quand même une enfance très joyeuse, mais c'est juste que scolairement, c'était compliqué. Je pense qu'il y a eu une coupure entre l'église, t'y vas parce que papa et maman te disent d'y aller, parce que t'es forcée aussi, parce que moi, j'étais un peu forcée. Et l'église, t'y vas parce que tu cherches Dieu, et t'as envie, et t'en as besoin. Et j'étais dans cette période-là où vraiment je cherchais, mais je savais pas si c'était indirectement pour que mes parents soient fiers de se dire « Oh, on n'est plus là, elle a poussé, mais elle y va quand même et tout. » Et je cherchais vraiment ma relation avec Dieu. Et j'ai fait cette prière-là et je me rappelle, je me suis un peu raconté le fil de ma vie. Et je me suis dit « Mais Seigneur, attends, t'as pas permis qu'on m'harcèle quand j'étais grande et que je savais me défendre. T'as permis qu'on m'harcèle quand j'étais petite, quand j'avais besoin de me bâtir, d'avoir confiance en moi. » Je me suis dit « Mais... telle personne a fait ci, a fait ça, et je me disais, mais Seigneur, non, mais pourquoi t'as fait ça? Enfin, pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, en plus, c'est pas comme si c'était quelque chose qui s'était passé il y a longtemps, ça m'a fait mal, et puis j'ai guéri. J'ai dit, c'était il y a 15 ans, et aujourd'hui, je paye encore pour des choses que t'as pas faites, que j'ai pas faites, que j'ai pas méritées.
Et je disais, mais là, franchement, Dieu, on peut dire ce qu'on veut. Ça, c'est méchant. Tu vois. Je disais, ça, franchement, c'est méchant. Je vois pas le but, en fait. Et Dieu m'a beaucoup parlé du but, même si finalement, c'est pas forcément lui qui a poussé les gens à les harceler. C'est la méchanceté aussi des gens. Et puis les blessures des gens qui se répertorient sur les autres, parce que moi-même, j'ai harcelé quelqu'un, donc voilà, hein, c'était gratuit et méchant. Mais il m'a beaucoup parlé aussi des personnes que j'allais encourager, des personnes qui allaient venir vers moi, que j'avais besoin aussi de guérir avec lui, pour montrer que tu guéris de ça. Tu restes pas tel que t'es, blessé, et c'est tant pis, c'est comme ça. Genre pour montrer que Dieu, il peut tout, et que vraiment, oui, tout est possible à celui qui croit, et que oui, tu peux ressortir plus forte. Pas plus forte dans le sens revanche et tout, je suis plus forte que vous, machin, un truc, non. Mais aujourd'hui, bah, j'apprends à m'aimer, alors qu'avant, c'était impossible pour moi. Je suis pas parfaite. Je peux pas dire qu'aujourd'hui, je m'aime à 100%, mais je sais que je suis guérie parce que mon rapport avec moi-même, mon corps, il est différent. Il n'est pas parfait. T'as la foi. Ben oui, c'est ça, en fait. C'est parce que... Mais moi, c'est pour ça que je dis, j'ai pas envie qu'on fasse une utopie en mode, ah, c'est trop facile, maintenant on est guéri et tout, parce que moi, je prône la sincérité. Enfin, vraiment, je suis quelqu'un, je veux pas mentir aux gens, quoi, etc. Mais quand tu compares à comment t'étais avant, il n'y a pas photo. T'es guéri, en fait. Oui, non, il n'y a pas photo. Voilà. Non, il n'y a pas photo. Et puis surtout, les choses que je pouvais aimer auparavant, en fait, je sais pas, c'est comme si un voile s'était ôté de mes yeux. Ouais. Parce qu'avant, pour moi, ne pas manger, ou alors se punir parce que t'as mangé, que ce soit physiquement, se punir, genre se faire du mal, etc. Ou se punir en s'insultant, tu vois, genre quand tu te regardes dans un miroir et tout, tu te dis mais regarde, nanana. Tu te rends pas compte que c'est des paroles hyper dures. J'étais un peu en colère contre Dieu, je me dis mais c'est un peu injuste tout ça. Je pense que, pareil que toi, hein, personne n'a mérité de se faire. Je pense que même si derrière tu pourras aider d'autres personnes et tout, tu dis oui mais j'aimerais bien que ça tombe sur quelqu'un d'autre, que moi j'ai pas forcément envie d'être l'exemple, mais même pas. Tellement tu souffres, t'aimerais même pas que ça tombe sur quelqu'un d'autre. T'aimerais que ça tombe sur personne. Dans le monde parfait, tout le monde est content. Mais le monde, il est pas idéal. Et tout n'est pas, entre guillemets, je pense, la volonté de Dieu. Je pense qu'on est aussi bien corrompu par de mauvaises actions et que les humains, ils n'ont pas forcément besoin d'autres pour faire du mal, en fait. On se fait du mal à nous-mêmes et on en fait aux autres. Donc, c'est des conséquences du libre arbitre. C'est comme les gens qui disent « Ah, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres ?» Mais parce qu'en fait, Dieu nous aime tellement qu'il nous a laissé le libre arbitre, parce que Dieu, c'est pas un forceur, c'est pas un violent. Tu fais ce que tu veux de ta vie, et malheureusement, dans le ce que tu veux, tu peux faire beaucoup d'erreurs. Oui. Non, mais c'est vrai. Et je pense qu'il faut être aussi un peu lucide. On n'est pas dans le monde des bisounours. Si tu as la liberté de faire du bien, tu as aussi la liberté de faire du mal. Sinon, tu n'as pas de libre arbitre. Donc... Sinon, pourquoi est-ce que Dieu nous force pas à l'aimer et puis on n'est pas embêté? Pourquoi est-ce qu'il nous force pas à le croire? Pourquoi il se révèle pas à nous? Parce que c'est ça le libre arbitre. C'est toi qui fais le choix d'aimer Dieu, de chercher Dieu. Et c'est toi qui dois aussi faire un pas. Et voilà. Et franchement, je vous assure qu'il y a un tout petit pas vers Dieu, un tout petit. Ouais, surtout au début. Non, mais parce que des fois, on peut se dire, ouais, mais c'est à moi de faire le pas vers Dieu, t'as pas besoin de faire tant d'efforts que ce que tu crois. Tout à l'heure, tu disais justement par rapport à l'injustice, moi je me suis accrochée à ce verset qui est devenu mon verset préféré. Parce que même si aujourd'hui on est guéri, on a pardonné, il y a toujours des épreuves. On n'est pas dans le monde des bisounours, comme tu disais. Et c'est 1 Corinthiens 10-13, c'est le verset qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Moi, je me suis vraiment attachée à ce verset parce que je me suis dit, ok, maintenant, les choses qui m'arrivent, si ça arrive, c'est que, de 1, je suis capable de supporter, et Dieu, il sait mieux que moi ce que je suis capable de supporter, et que de 2, il y a forcément une solution. Il y a forcément une solution, et peut-être que la solution, c'est pas forcément ce que tu attends, mais aujourd'hui, si on est passé par là, ça nous permet de pouvoir faire ce podcast et de pouvoir parler à des personnes qui, aujourd'hui, souffrent de troubles du comportement alimentaire, ou de dépression, ou même du regard des autres. Parce que moi, j'ai remarqué quelque chose en écoutant mes amis. Je me rends compte que je dis pas que tout le monde a des TCA, etc., mais que le regard des femmes sur la société est tellement dur, est tellement fort. Et je connais des personnes qui ne sont jamais tombées dans les extrêmes, mais qui vont quand même compter leurs calories tous les jours, ou quand même se forcer à aller à la salle 5 fois tous les jours. Moi, j'ai fait du sport à l'extrême, donc des fois, moi, je vois des comportements avec des gens que je connais qui vont à la salle, et je me dis, mais tu sais pas, mais c'est pas si normal que ça. Voilà.
Je voulais te poser une question parce que c'est très dur de savoir est-ce que tu es guérie, tu vois. Parce que moi, au début, je me posais la question, mais pendant très longtemps, encore avant de faire le podcast, je me suis dit, mais Jenny, tu m'invites, mais est-ce que je suis vraiment bien guérie? Tu vois, je me disais à Dieu, enfin, je demandais à Dieu, mais je suis vraiment complètement guérie. Et bon, Dieu m'a répondu, hein, guérie, oui, mais faut pas non plus ouvrir n'importe quelle porte, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, je ne me pèserai pas. J'ai pas de ballon chez moi, hein. Dans l'immédiat, ni dans les jours à venir, ni dans peut-être les mois à venir. Même, il y a des choses que je sais que je vais pas forcément faire. Jeûner, pour moi, c'est un peu difficile. Parce que ça me rappelle que, je sais pas, c'est tout un mécanisme que j'avais en tête. Oui, tu manges pas et tout, c'est très bien, ton estomac se rétrécit. Si ton estomac se rétrécit, ben voilà. Donc, après, je le fais parce que ça me fait du bien, Oui, spirituellement. Mais je vais pas trop pousser là où je vois que je commence à avoir des idées bizarres. Pourtant, je sais que je suis guérie. Mais toi, par exemple, comment est-ce que tu peux affirmer que tu es guérie et comment est-ce qu'une personne se dit là, je suis guérie ou est-ce qu'on guérit jamais? Parce que tu te poses la question quand tu dis pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, tu as eu l'habitude d'avoir ce regard-là, ce rapport avec la nourriture, déconstruire ça avec la prière, ça peut être plus rapide, mais c'est pas du jour au lendemain que tu déconstruis tout ce que tu t'es construit comme mentalité, comme idée. Même il y a des choses, des fois, je pense que c'est complètement normal de dire ça ou d'avoir... par exemple, une fois, je sais pas si c'est avec toi, mais il y a une personne qui était malade, qui était tombée malade, je crois qu'il y avait eu la gastro, je sais pas quoi, qui avait perdu beaucoup de poids et je me suis dit, ah ouais, la chance, tu vois. Genre, la chance. C'est horrible de dire ça parce que c'est bizarre, tu vois. Mais c'est là, je me suis dit, mais en fait, non, il faut quand même continuer de prier, malgré tout. Malgré que la guérison, elle a été faite, il faut continuer de prier pour complètement sortir de tout ce qui a été construit. Mais qu'est-ce que toi, tu pourrais identifier comme une guérison? Bah, déjà, pour moi, il faut vraiment être accroché à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Je suis consciente que j'ai encore des comportements des fois qui sont peut-être pas normaux pour les autres, mais je refuse vraiment catégoriquement que ça me définisse encore, que ce soit ce pourquoi les gens se rappellent de moi ou que ce soit genre ce qui va dicter mes journées. Et je sais qu'il y a des jours où je me regarde dans la glace et j'ai envie de pleurer. Parce que je suis en mode, oh purée, si la Jenny d'il y a 10 ans voyait le poids que je faisais aujourd'hui, elle serait choquée. Mais le fait justement de voir que je fais le poids que la Jenny d'il y a 10 ans n'aurait jamais pu supporter, pour moi c'est une preuve de guérison. Et en fait je pense qu'il faut accepter que genre un petit pas de plus vers l'acceptation de soi est une guérison. Et que la guérison parfaite, honnêtement, pour moi, elle existe en fait, puisque je crois que Jésus peut totalement te guérir. Mais je crois aussi que c'est normal de prendre du temps de déconstruire quelque chose que tu as eu pendant 15, 16, 20 ans. Que tu peux pas claquer des doigts comme ça et du lendemain avoir de bonnes pensées, que c'est normal. Quand l'année dernière, j'ai perdu 3-4 kilos sans même m'en rendre compte, j'étais hyper contente au final. Et que quand les gens me disaient que j'avais un peu maigri, ouais, j'étais contente. Mais en fait, pour moi, le piège, il n'est pas de retomber dans un mécanisme. C'est pas parce que les gens ils m'ont dit ah t'as maigri et j'ai perdu 3-4 kilos que je suis retombée dans des pratiques extrêmes. Et pour moi ça c'est la preuve que je suis guérie. Parce que la Jenny il y a 10 ans elle aurait dit ah ouais c'est vrai j'ai maigri, ah ok let's keep it going. Genre, là, ok on continue tu vois. Alors que là non en fait. Et des fois je prends 3-4 kilos ça me saoule. Mais ça va pas avant. Faut pas être obsédé par ça. Avant vraiment les TCA c'était une obsession. Ça veut dire, je sais pas si les gens se rendent compte, tu te lèves, tu penses à ça. Tu vas en cours, tu penses à ça. Tu manges le midi, tu penses à ça. C'est une obsession. Tu ne penses qu'à ça. Tu ne penses qu'à ça. Ta vie, elle est tournée autour de ton poids, autour de ce que tu manges. Désolée, hein, c'est la possession. Ah non, mais franchement, je suis d'accord. C'est un esprit, je ne sais pas, mais c'est une obsession. Et là, en fait, aujourd'hui, le fait de me dire que mais il y a des jours où je me lève et où je suis contente, où je pense pas forcément à ce que je vais manger ou pas. Et tu vois comment je sais que je suis guérie, c'est que là, par exemple, aujourd'hui, c'est pas un bon exemple, mais j'ai pas mangé et je suis pas en mode ah, trop bien, j'ai pas mangé, je vais perdre 1 kilo. Non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas mangé, c'est tout. Et je vais bien manger ce soir. Très bien manger ce soir. Et je sais pas, je suis plus là à compter mes calories, je suis plus là à. Je cherche plus la validation des autres, je cherche juste à m'aimer. Et je pense que pour moi, pour être sûr de continuer à aller vers cette guérison, il faut s'accrocher à Dieu. Il faut s'accrocher à Dieu
il faut s'accrocher à l'amour que l'on reçoit. Et l'amour que l'on reçoit, Dieu se manifeste des fois aussi à travers les gens. Hein. Par exemple, moi, quand je me rends compte à quel point ma mère elle-même et mes frères elles-mêmes, c'est tout bête, hein, mais je me dis, juste pour eux, juste par amour pour eux, j'ai pas envie de retomber dans ça. Et parce que moi, je suis restée hospitalisée pendant 3-4 ans et ça a eu un énorme impact sur ma famille. Pendant longtemps, j'ai culpabilisé parce que je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai arrêté leur vie. Genre, ma vie, elle était en stop, mais la leur aussi. Je sais que ça a été un traumatisme, je n'en ai pas forcément parlé, mais j'ai fait des TS. Mes frères, ils m'ont vue inconsciente, au bord de la mort. Et c'est des choses où je me dis, maintenant, je sais, en fait, le prix que Jésus l'a payé à la croix pour moi, parce qu'avant, j'en étais pas consciente. Là, aujourd'hui, j'en suis consciente, que ce témoignage, en fait, je puisse en faire, qu'il puisse servir à la gloire de Dieu, en fait. Et que je puisse être justement, pas un exemple, mais je suis la preuve vivante que, genre, Dieu peut guérir, que Jésus peut te changer. Et surtout, moi, j'aimerais vraiment m'adresser aux personnes qui sont dans l'état dans lequel on était, parce que tout à l'heure, je vous disais, moi, j'étais persuadée que j'allais jamais guérir. Et aujourd'hui, franchement, quand on parle de reconnaissance, moi je suis quelqu'un, et Léa pour en parler, on va pas parler parce que on a un peu dépassé le timing, mais moi j'étais quelqu'un de très aigri. Mais s'il y a une chose pour laquelle je serai toujours reconnaissante, c'est que je me dis, purée, à 14 ans, on m'a dit que j'allais mourir ou que j'allais jamais m'en sortir, parce que c'est des choses qu'on m'a dit à l'hôpital. Mais en fait aujourd'hui je suis là en fait. Et genre, et des fois je me pose comme ça et je me dis, purée, je suis en vie, c'est une dinguerie. Parce que la Jenny d'il y a 15 ans, elle pensait... Moi, je pensais pas que j'allais vivre après mes 18 ans. J'y croyais pas. Pour moi, à 18 ans, j'allais mourir max. Je suis encore à l'hôpital à ce moment-là. Et je sais pas, je me dis... En fait, c'est une chance que je sois là. Parce que moi, je connais des personnes qui sont pas sorties, qui ont été anorexiques jusqu'à 30 ans. Je connais une fille, elle est morte de ça. En fait, on se rend pas compte, c'est une maladie qui peut apporter... Voilà. C'est une grâce qu'on soit là, qu'on soit en vie, qu'on puisse en parler. Et qu'on puisse vivre. Et ouais, juste pour moi, il faut s'accrocher à Dieu. Il faut s'accrocher à Dieu. Il faut chercher à connaître Dieu. Même si au début, tu n'as pas les mots et que même si tu ne crois pas en Dieu, même si tu regardes cette vidéo et qu'en vrai, tu es athée ou tu n'as jamais entendu parler de Dieu, que tu ne sais pas, mais juste, Dieu, si tu existes, sauve-moi. Si tu es là, sauve-moi. C'est une prière qui est trop sous-cotée parce que ça marche. Vraiment. Ça marche en fait. Ça marche, c'est réel et c'est sincère. Et j'aimerais pouvoir vous dire allez voir une psy, ça ira, entourez-vous, toutes vos proches, mais ce serait vous mentir de vous dire que c'est ce qui a marché pour moi. Moi, sans Dieu, je serais morte. J'ai pas peur de le dire, j'ai pas honte de le dire. Et il y a que ça qui a pu me sauver. Maintenant, voilà, je pense que tout parcours est différent, toute personne est différente, mais aujourd'hui, franchement, si je fais cet épisode, c'est juste pour vous dire, là où on vous a dit qu'il y avait plus d'espoir, il y en a. On est des preuves vivantes. Donc, ouais, parce que moi je dirais à une personne, je sais même pas, en fait c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, il faut avoir de l'espoir pour soi-même aussi. En fait, de se regarder réellement dans une glace et de se demander, mais est-ce que tout va vraiment bien ? Est-ce que je vais bien ? Est-ce que toutes mes réactions sont normales ? Est-ce que tout ce que j'accepte aussi, c'est normal ? Parce que souvent, enfin moi je sais que je pouvais accepter le minimum de l'amour des autres, le minimum de l'attention. J'étais prête à tout donner en fait, vraiment, à tout donner à une personne pour avoir un minimum d'attention. J'avais pas d'estime en fait pour moi-même. Et en fait, ça, on s'en rend pas compte de l'image qu'on a, qu'on ne protège pas. Franchement, pour se faire vomir, se faire ce mal-là, c'est quoi ? Tu t'aimes pas vraiment. Ouais. Tu t'aimes pas vraiment. Comment est-ce que tu peux t'aimer et te faire du mal à ton corps, te faire du mal à toi-même, pleurer pour de la nourriture ? Et je suis pas en train de mépriser ou minimiser quelqu'un, tu vois, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais c'est qu'il faut aussi être sincère avec soi-même et se dire, ok, j'en suis à ce stade-là. Maintenant, il faut que je guérisse pour moi-même. Et je peux pas non plus prôner aller voir des psys, parce que moi, c'est pas ce que j'ai fait. J'avais vu de psy, j'avais vu qui que ce soit, etc. Je m'en suis sortie grâce à Dieu. Donc, moi, c'est que ce que je peux vous conseiller, athée ou pas athée, ou chrétien ou pas chrétien. Moi, c'est vraiment Jésus qui m'a apporté la guérison. C'est vraiment Jésus qui m'a aidé à m'aimer, qui encore m'aide à m'aimer. Et c'est incroyable, parce que je pense que le travail que je fais, j'aurais jamais pu le faire si Jésus m'avait pas aidé à m'aimer.
Parce que t'as pas... en fait, t'es quelqu'un de très petit, en fait. T'as pas conscience de ta valeur. Tu peux pas te valoriser parce que tu te détestes. Et en fait, pour soi-même, à un moment donné, faut apprendre à chercher de l'aide. Et franchement, cette prière-là, Seigneur, voilà, on dit que t'es Dieu. Regarde, il y a ces personnes-là qui ont dit qu'elles ont témoigné que tu les as guéries. Ok, s'il te plaît, guéris-moi. Enfin, genre, c'est pas compliqué. En fait, les gens, ils pensent que des prières, peut-être, il faut aller à l'église, il faut qu'on t'impose les mains, il faut faire ci, il faut faire ça. Dieu, moi, je l'ai rencontré dans l'intimité de ma chambre. Ouais, pareil. Et l'église m'a appris à avoir une relation avec lui, à maintenir cette relation avec lui. Mes parents spirituels, Papa André, Maman Mireille, c'est des personnes qui m'ont manifesté énormément d'amour, de patience, de normalité autour de tout ça. Genre, ok, on est chrétien, on fait ça, on sert Dieu, mais on est des personnes normales, des personnes qui entreprennent. Genre, on n'est pas que ça. Et c'est quelque chose qui m'a aidée. Mais oui, Dieu, je l'ai rencontré dans l'intimité de ma chambre avec des prières très simples. Très, très simple. Genre là, mais des prières très sincères, hein. Genre, j'ai pas envie d'arrêter. On dit que c'est pas bien, mais j'ai pas envie. Mais bon, si c'est réellement mal pour moi et que ça me fait du mal à mon corps, à moi-même, et que ça me freine dans toutes sortes de choses, sauve-moi. Des grosses remises en question, hein, si t'existes vraiment. Ouais. Là, j'ai besoin de quelque chose. Pas spectaculaire, hein, pas de tremblement de terre et tout, hein, mais juste quelque chose qui se passe profondément en moi, qui puisse être plus palpable que une montagne qui se déplace. Genre quelque chose vraiment, une transformation, où tu sais que ouais, Dieu, il existe, parce que sinon, par mes propres forces, j'aurais jamais arrêté. J'étais trop bien. Ah, moi, j'étais trop bien dans mes TCA. Hein. Votre pote, elle était... J'étais bien. Enfin, je pensais être bien. Tu pensais être bien. Je pensais être bien. Parce que j'étais vraiment pas bien. Et c'est qu'en ressortant tout ça, je me dis, mais c'était une catastrophe. Je sais pas jusqu'à où j'aurais pu aller, mais je sais que j'aurais pu aller très très loin. Pour être aimé des autres, pour m'aimer moi-même et tout. J'aurais pu aller très très loin. Et c'est l'amour de Dieu qui fait que je suis pas allée loin. Et que je suis allée là où je suis allée, mais que Dieu m'a récupérée avant ma chute. Avant la catastrophe finale. Non, mais quand on dit loin, il faut peut-être qu'on dise les termes et tout, mais se donner facilement à un homme, c'est quelque chose que quand t'as pas d'estime de toi, tu fais. Mais des trucs où tu dis, quelqu'un qui s'aime ferait pas ça. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Je pense que oui. Hein. On a fait le tour, je pense. Je pense qu'une personne qui regarde En fait, je me demande, une personne qui regarde cette vidéo, qui a des TSA ou qui se rend pas forcément compte, qu'est-ce qu'elle retient? Je pense que ce qu'elle peut retenir, c'est que déjà, Jésus sauve encore, fait des miracles encore à l'heure actuelle, et pour toujours, ouais. Qu'il n'y a pas besoin de spectaculaire pour voir que Dieu agit dans ta vie, et que le regard des autres peut impacter peut-être plus qu'on ne le croit. Ouais. Il y a des raisons à des comportements. Toi, c'était l'agression sexuelle, moi, c'était différentes choses, le harcèlement scolaire, etc., le regard sur moi-même. Mais que dans tout ça, le pardon a eu son rôle, vraiment. Parce que sans se pardonner à soi-même aussi, parce qu'on s'est fait vivre des choses horribles. Ça, c'était le plus dur. Ah ouais? Ouais. Te pardonner à soi-même? Ouais. Pourquoi? Moi, j'avais beaucoup cette culpabilité par rapport à ma famille. Quand je dis ma mère, elle a mis sa vie en off les 3 ans où j'étais hospitalisée. Ma mère, elle prenait du poids, elle était pas bien. Et franchement, shout out to my mom. Moi, franchement, j'ai une mère... Je dis pas que vos mères, elles sont nulles, mais la mienne... Ouais, c'est vrai. Merci Seigneur. Elle est exceptionnelle. Et franchement, Jésus, avant même que je me convertisse et que je cherche Dieu par ma propre envie, Jésus s'est beaucoup manifesté au travers de ma mère. L'amour que ma mère elle a pour moi, c'est pas juste l'amour d'une mère envers son enfant. C'était vraiment un amour qui pouvait tout braver. Et pour le coup, elle a tout bravé, sans rentrer dans les détails, mais jusqu'à se mettre dans la merde, juste pour que je sois sauvée, ou juste pour me montrer que elle était là et qu'elle m'aimait en fait, et qu'elle me jugeait pas par rapport à ça. J'ai plus senti de jugement à l'hôpital, là où je suis censée être guérie, que dans ma propre famille, au final. C'est bien. Donc, voilà. C'est pour ça que ça a été dur de me pardonner moi-même, parce que je me suis dit, t'es franchement une sacrée égoïste. mais par la grâce de Dieu, ça va. Ok. Ouais, oui, le pardon, ça fait partie du processus. Franchement, l'amour de Dieu, le pardon, c'est pas un message à prendre à la légère. Ouais. C'est quelque chose qui a un impact sur la vie d'une personne. Et je dirais pas qu'il faut l'expérimenter pour le comprendre, mais il y a
Si, un peu, mais j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai l'impression que ça ferme la porte en mode faut l'expérimenter pour le comprendre et tout. Mais faut chercher à l'expérimenter pour comprendre que c'est pas quelque chose de anodin. Genre, l'amour que Dieu il a pour toi et que l'amour que tu manifestes aux autres, ça impacte réellement leur vie. Et le pardon que tu donnes, toi, ça a impacté beaucoup la vie de la personne. Oui. Moi, je sais pas si ça a impacté la vie de cette jeune fille. Mais en tout cas, ça a impacté ma vie à moi. Mais moi, je pense que même si tu essaies de pardonner quelqu'un et que la personne, elle dit oh non, il s'est rien passé, ou oh, je vois pas de quoi tu parles, ou oh merci, ou juste, je suis persuadée que Dieu a quand même semé une graine. Ouais, c'est sûr. De la même manière dont Dieu a semé une graine en nous quand on a juste entendu un témoignage et qu'on s'est juste posé une question et qu'au début même tu te disais je me sens pas concernée, mais au final tu as appliqué un message qui a changé ta vie, tu vois. Donc moi je pense qu'il faut pas s'attendre forcément à un truc comme tu dis spectaculaire maintenant ou une guérison instantanée où il va pas se passer un truc de fou, ça se trouve tu vas pas tomber par terre ou tu vas pas voir des anges débarquer dans ta chambre ou quoi, etc. Mais moi je sais juste que par exemple quand j'ai pardonné, juste la paix que j'ai ressentie dans mon cœur, personne pourra en témoigner à part moi-même. Mais juste ça, ma vie n'a... Enfin, il y a un avant, il y a un après. Déjà, il y a une Jenny moins aigrie, déjà, pour commencer. Mais donc, rien à voir. Oui. Rien à voir. Parce que j'étais vraiment une aigrie de la Rien à voir. Pire que sa prof de droit, peut-être. Mais voilà, quoi. Peut-être. Après, ça, quand même. Non, franchement, rien à voir. Non, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que ouais, ce pardon-là, il est hyper important. Et c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est un truc qu'on peut réitérer. Et j'ai aussi, ouais, franchement, pardonné à mes parents qui, malgré eux, n'ont pas été forcément là, n'ont pas vu. Et en même temps, je leur en voulais pas parce que je me dis, mais t'as tellement tout fait pour leur cacher que tu voulais qu'ils fassent quoi. Mais ce pardon-là aussi, je l'ai donné à mes parents et ils étaient pas vraiment choqués parce que c'est là où j'aurais tout raconté, hein, que ce soit la triche, tout, les troubles du comportement alimentaire. Pas choqués, touchés. Et un peu désolée aussi, parce qu'ils m'ont demandé pardon de pas avoir su comment m'aider ou faire quelque chose. Parce que voilà, pour eux c'est simple, hein. T'es trop mince, mange. C'est simple. Mais ce pardon-là, il a aussi débloqué beaucoup de choses dans la relation que j'ai avec mes parents. Mais on va pas rentrer dans ce détail-là, puisque sinon on va s'éparpiller. Mais c'est ouais. hyper intéressant par contre. Mais oui, genre le rapport qu'on a avec ses parents, c'est hyper important parce que c'est les personnes qui sont susceptibles le plus de t'aimer, comme le plus de te blesser, malgré eux. Donc voilà. Hein. Right. Merci Jenny de m'avoir invitée. Avec plaisir, mais de toute façon tu reviendras. Ah bon? Ouais. Ah bon? On va faire ça tous les jours. Hein. Non, pas tous les jours, de toute façon, j'ai pas le temps. Mais... mais voilà, en tout cas, franchement, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez des troubles du comportement alimentaire, quand même, faites-vous suivre. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Pareil, quand je dis à mes parents que je m'étais fait agresser, mes parents, c'est des choses qu'ils ne savaient pas. Et ils ont compris beaucoup plus de choses et ça a débloqué beaucoup plus de choses aussi dans la manière dont je m'adressais à eux et dont mes parents s'adressaient à moi et ça a renforcé la relation que j'avais avec mon père. Donc, n'hésitez pas à en parler, n'ayez pas honte et surtout, ne laissez pas en fait que ce soit la société, que ce soit des paroles qu'on a dit sur vous, des paroles que vous ayez entendues ou des exemples que vous avez vus sur les réseaux pour définir la personne que vous êtes parce que vous êtes bien plus que ça. Et ne cherchez pas la valeur auprès des hommes. Vraiment, genre, c'est une perte de temps. C'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise beaucoup plus tôt, plutôt que de regarder des forums sur comment perdre du poids. Ça aurait été beaucoup plus bénéfique. Gagner du temps. Mais en tout cas, voilà. Moi, je vous aime très fort. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me suivre sur Instagram. Je vous donnerai pas les réseaux de Léa parce qu'elle poste rien, vous allez vous ennuyer. C'est un fantôme sur les réseaux. Ouais. Mais si tu reviens et que tu fais quelque chose sur les réseaux... Mais si vous avez besoin d'une juriste non, toujours pas. Non. Enfin, si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Écrivez-moi, je la harcèlerai. Donc voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous.